Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de Méridien Zéro, l'émission francophone de Radio Bandiera Nera, diffusée également par le camarade Alain de Québécois Liberata. Quelques nouvelles de la radio d'ailleurs. Comme vous le savez, si vous êtes de fidèles auditeurs et auditrices, nous nous sommes mis en peine de chercher en fait une nouvelle interface, une nouvelle façon pour vous d'accéder à la radio, avec la multiplication des émissions, que ce soit Pavillon Noir du Lieutenant Sturm, que ce soit la revue de presse mensuelle, généralement le premier jeudi du mois, que ce soit nos camarades d'Orage d'Acier. Et donc c'est vrai que le support du blog est devenu obsolète, ça ne peut plus trop continuer comme ça. Et donc ce projet de plateforme avance. J'espère qu'il devrait se concrétiser ce printemps. Et ça devrait vous permettre d'avoir un accès nettement plus facile au niveau de la radio. Voilà. Et puis ce qui nous permet aussi d'avancer sur l'idée de pouvoir avoir une radio Méridien Zéro. Par ailleurs, il y a un certain nombre de partenariats qui là aussi devraient se concrétiser ce printemps en avril-mai. Mais bon, ça nous vous en reparlerons un petit peu plus tard. Alors ce soir, nous sommes dans l'actualité internationale. On va sortir du cadre français, même si peut-être que nos invités auront à un moment l'envie ou pourront faire des parallèles avec la situation française. Mais nous allons nous pencher sur les élections américaines et sur les primaires de ces élections, qui, une fois n'est pas coutume, c'est vrai qu'il y a certaines années, tous les 4 ans, le Barnum revient. Certaines années, c'est très morose, très maussade, les jeux sont un peu faits d'avance. Là, cette année, on a quand même la chance de voir émerger des gens relativement atypiques, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et donc on a eu l'envie d'en parler. Alors, d'en parler avec qui ? Avec Georges Feltran-Tracol, qui nous vient de loin, donc c'est par lui qu'on va commencer. Bonsoir aux auditeurs Méridien Zéro. Et puis par Maurice Gendre, évidemment, sur cette question. Bonsoir à tous. Alors messieurs, on peut commencer, vous le savez bien, on a toujours un petit aspect, on essaie d'être un peu didactique quand même, dans la mesure où au niveau des auditeurs et auditrices, on a un panel d'âge et un panel d'expérience ou de profils totalement différents. Je pense que ça vaut le coup quand même que nous revenions sur la façon dont fonctionnent les élections américaines, parce que nos auditeurs et auditrices entendent forcément sur les autres chaînes de radio parler de caucus, de grands électeurs, etc. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? Qui s'y colle ? Georges ? Bien, alors d'abord il faut savoir que les États-Unis sont un système fédéral. Et contrairement à la France, où le code électoral s'applique à tout le territoire national, aux États-Unis, le code électoral s'applique en fonction des États fédérés, c'est-à-dire le code électoral de la Californie est différent du code électoral du Maryland, mais dans certains États de l'Ouest, le code électoral n'est plus au niveau de l'État, il est au niveau des comtés. Donc il y a des changements assez importants selon les États. Premier point. Pour l'inscription aussi, en France, quelqu'un veut s'inscrire sur les listes électorales, il donne ses pièces d'identité, un justificatif de domicile. Aux États-Unis, c'est le modèle anglo-saxon, on vous demande à quel groupe vous rattachez. Donc si vous êtes républicain, vous dites que vous êtes sur le registre des républicains. Si vous êtes démocrate, vous vous inscrivez sur le registre des démocrates. Et si vous n'êtes ni républicain ni démocrate, vous êtes du côté des indépendants. Cet enregistrement, cette inscription a une très grande importance pour l'élection primaire, que nous reviendrons tout à l'heure très certainement. Il faut bien entendre aussi que l'élection présidentielle aux États-Unis se fait en un seul tour, mais avec le système des grands électeurs. C'est-à-dire, dans chaque État, il y a des personnes qui vont être élues par les électeurs. Alors ces personnes, ce sont les grands électeurs, c'est-à-dire le jour de l'élection, une fois qu'ils ont été élus, un certain jour au cours. Alors les élections de cette année présidentielle, c'est au mois de novembre. L'élection par les grands électeurs, c'est au mois de décembre, c'est-à-dire un mois plus tard. Et ils se réunissent dans la capitale de chaque État. Alors, ces grands électeurs sont un nombre assez précis. C'est le nombre de représentants auxquels on ajoute les 2 sénateurs de chaque État. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne des chiffres totalement inappropriés. La Californie, je crois, a 55 représentants. Donc, la Californie aura 57 grands électeurs. 55 représentants, plus les 2 sénateurs qu'on retrouve dans les 50 États des États-Unis d'Amérique. Pour le district de Columbia, c'est-à-dire Washington, il y a
3 grands électeurs d'office. Et enfin, Porto Rico ne participe pas au vote, puisque c'est un État associé. En revanche, les portoricains qui vivent aux États-Unis peuvent participer aux élections. D'accord. Donc on n'est pas du tout sur un système de type suffrage universel direct. C'est du suffrage universel indirect. Voilà, on est sur du suffrage universel indirect. Est-ce que c'est lié au premier temps de la République américaine, où une partie finalement des pères fondateurs étaient assez hostiles au suffrage universel, et finalement au système démocratique pur a toujours se méfier un petit peu, ce qui était d'ailleurs le cas au début de la Troisième République, où vous aviez tout un courant républicain derrière Étienne Vauchereau par exemple, qui considérait quand même le peuple, il fallait pas donner le pouvoir, fallait pas donner le droit de vote au peuple dans son ensemble, parce que il faudrait qu'avant il soit éduqué, il n'était pas du tout mûr pour ce type de fonctionnement. Alors c'est une explication possible, mais ça ne me paraît pas la plus probante. Je pense que la plus importante est surtout celle qui consiste en fait à respecter le principe des États fédérés, c'est-à-dire des États qui composent l'Union. Disons qu'une élection qui prendra en compte le suffrage universel direct, certains États se verraient forcément lésés à chaque fois en raison en fait de leur petite population. Et justement, le principe est que les États fédérés, quelle que soit leur taille, soient aussi respectés et pris en compte. Évidemment, il y a un principe de prorata et de proportionnalité, mais aucun État ne doit se sentir lésé dans le choix du prochain locataire de la Maison Blanche. D'où ce principe des grands électeurs. Par exemple, il y a un cas particulier qui me vient en tête, c'était 2000. Al Gore l'avait emporté au niveau de nombre de voix à l'échelon national. Il y avait eu toutes les affaires rocambolesques, évidemment, avec la Floride. Vous vous rappelez, donc l'État du frère de George W. Bush, Jeb Bush, qui est d'ailleurs un des candidats à la primaire républicaine cette fois-ci, avec le fameux décompte des voix et la Cour suprême qui décide en dernier lieu. Alors, effectivement, George W. Bush avait gagné un plus grand nombre d'États, un plus grand nombre de grands électeurs qu'Al Gore, mais Al Gore l'avait emporté à l'échelle populaire, au niveau du vote populaire, il l'avait emporté, mais ça n'avait pas suffi. Il faut rappeler que ce cas de figure s'est trouvé aussi avec l'élection de Kennedy en 1960 face à Nixon. Par ailleurs, le mode d'élection des grands électeurs, c'est très simple, sauf dans 2 États où c'est le système proportionnel qui s'applique. La liste qui arrive en tête obtient tous les grands électeurs. Donc c'est un scrutin majoritaire à un seul tour qu'on appelle plurinominal, c'est-à-dire la liste remporte l'élection et donc gagne tous les grands électeurs. C'est-à-dire, voilà pourquoi il y a une profonde divergence entre le vote populaire et le vote des grands électeurs. D'accord. Oui, du coup on a des effets de basculement qui, en effet, vu de l'extérieur, peuvent être très surprenants, parce que c'est pas du tout le type de système auquel on est habitué. Après, il y a ce qu'on appelle le principe là-bas. On pourra rentrer en détail là-dessus un peu plus tard, mais il y a ce qu'on appelle les États intangibles. Ce que les politologues aux États-Unis appellent les États intangibles, ou les États qui ne basculent jamais. Donc dont on sait qu'ils seront systématiquement démocrates à la fin ou systématiquement républicains. Alors d'ailleurs les couleurs sont inversées si les auditeurs ne le savent pas. Le rouge, contrairement au reste du monde, ne correspond pas à la gauche là-bas, mais correspond aux républicains, qui est surnommé aussi le parti de l'âne. Le parti de l'éléphant, pardon, le parti de l'éléphant, voilà, le parti du pachyderme, le GOP, et le bleu qui est la couleur des démocrates, et qui est appelé le parti, lui, de l'âne. Voilà. Ça c'est pour l'anecdote. Et il y a une petite série d'États qu'on appelle les swing states, les États qui basculent, en gros, les États mouvants. Et ce sont généralement ces États-là qui font l'élection, qui font le président. Sinon, il y a toute une série d'États qui pratiquement ne basculent jamais, ou de façon rarissime, quoi. Ce qui veut dire qu'au cours de la campagne présidentielle, après les primaires, les partis vont mettre tous les moyens sur ces fameux États en bascule. Par exemple, au Texas, très certainement au Texas c'est républicain, le parti républicain va faire le strict minimum, parce qu'il sait déjà qu'il obtiendra tous les grands électeurs. En revanche, par exemple, je crois en 2004, pour la réélection de W, c'était en Ohio où le parti républicain avait tout mis pour essayer de gagner les grands électeurs de cet État-là.
Alors, c'est des situations depuis toujours, ou parce qu'après tout, en France aussi, on a pu avoir comme ça des orientations politiques. Je pense par exemple au Grand Ouest, hein, après tout, qui sociologiquement et religieusement a longtemps été un bastion conservateur, qu'on pense à toute la Vendée ou évidemment bien sûr la Bretagne. Et finalement, il y a eu quand même, à partir des années 70-80, surtout les années 80, un lent basculement de la Bretagne vers la gauche, vers le Parti socialiste, qui aujourd'hui se maintient, hein, vous le savez bien, la Bretagne est une des rares régions à être restée, à avoir élu un exécutif, hein, une majorité de gauche aux dernières élections régionales. Mais il y a eu quand même donc cette évolution. Là, aux États-Unis, on est quoi? On est sur des choses qui sont à 100 ans, 150 ans, 200 ans près. La bascule a eu lieu dans les années en 1964 avec la candidature du républicain Barry Goldwater, où ce fut le début de la révolution libérale conservatrice, où on a vu le Sud, car il faut se mettre, après la guerre de sécession, pendant très longtemps, le Sud votait démocrate contre les républicains. Les républicains étaient le parti d'Abraham Lincoln. Donc, le Sud était foncièrement démocrate. Roosevelt fut celui qui a su créer une grande alliance entre les démocrates conservateurs du Sud et puis les progressistes du Nord. Et puis, à partir des années 1960, il y a eu le basculement. C'est-à-dire, progressivement, tout le vieux Sud, le Dixieland confédéré, est passé du côté des républicains, du côté du Tea Party, pour parler plus récemment, alors que les grandes zones qui traditionnellement étaient républicaines sont devenues, elles, démocrates. Donc on a eu un total basculement. Le mode de scrutin date de la constitution originelle. La simple modification, c'est au tout début, on élisait le président et le deuxième devenait vice-président. Donc ça veut dire que celui qui était battu devenait quand même vice-président. Il y a eu un amendement constitutionnel qui a fait le fameux ticket présidentiel, c'est-à-dire le vainqueur est président et il nomme un vice-président pour essayer de s'attirer les voix de tel ou tel groupe. Le vice-président devant être bien sûr d'un autre État que le président. D'accord. Oui, donc en effet, par ailleurs, nos éditeurs et auditrices le savent, hein, c'est vrai que il y a une très très grande stabilité quand même au niveau du système politique américain, états-unien, puisque de fait la Constitution a pu évoluer, mais sous forme d'amendement, là où nous on en a déjà changé quand même un certain nombre de fois, et c'est pas fini. D'accord, très bien. Alors on a donc cette année un certain nombre de candidats en lice. Est-ce qu'on peut en faire parce que du coup nos auditeurs auditrices entendent ces noms qui volent. Ah bah tiens, Bidule a gagné tel caucus ou tel primaire. Comment ça se passe et quels sont les candidats un petit peu en présence, Georges? Alors, avant de commencer, il faut revenir sur la notion de primaire, parce que les primaires ne sont pas inscrites dans la Constitution des États-Unis d'Amérique. Les primaires sont apparues il y a environ une centaine d'années pour permettre aux deux grandes forces politiques de sélectionner le meilleur des candidats. Parce qu'il faut se souvenir qu'au XIXe siècle, par exemple en 1860, quand Abraham Lincoln a été élu président des États-Unis, il avait en face de lui deux démocrates. Un démocrate nordiste, un démocrate sudiste, qui était pro-esclavage, alors que le nordiste était anti-esclavage. Et si les démocrates avaient été unis, eh bien jamais Abraham Lincoln n'aurait été président des États-Unis. En plus, il faut se souvenir aussi qu'en 1912, quand Wilson a été élu, il avait en face de lui l'ancien président des États-Unis, Theodore Roosevelt, qui se présentait en indépendant. Et ça a fait perdre des voix aux républicains. Donc les républicains l'avaient furieusement mauvaise. Et à partir de là, ils ont créé ce système de primaire. Alors le système de primaire se répartit sur la durée et sur l'espace des États-Unis, avec les fameux principes des caucus, nous y reviendrons tout à l'heure, mais aussi avec les élections primaires, c'est-à-dire chaque candidat dans les États, c'est fixé dans le cadre des lois fédérées, c'est-à-dire de chaque État. Il y a trois types de primaires. Soit la primaire est fermée, c'est-à-dire uniquement réservée aux électeurs inscrits sur les registres démocrates, aux électeurs inscrits sur les registres républicains. Soit la primaire est ouverte, c'est-à-dire toutes les personnes inscrites dans l'État peuvent voter aussi bien pour les démocrates que pour les républicains, parce que les élections des primaires ont parfois lieu en même temps pour les démocrates ou les républicains, ou parfois c'est différent. Donc ça dépend des périodes, et ça dépend des États. Et puis de plus en plus à l'heure actuelle, se développe aux États-Unis ce qu'on appelle les primaires semi-fermées,
ou semi-ouvertes, c'est comme on veut, qui permettent non seulement aux démocrates de venir voter, mais aussi aux indépendants. Ce qui était le cas dans le New Hampshire, par exemple, si je ne dis pas de bêtises. Et qui tient, c'est une question, mais qui tient le registre des indépendants? Parce que les indépendants, par définition, ils sont plusieurs. C'est en gros des petits candidats, et je suppose qu'ils ont des orientations politiques quand même très divergentes les uns par rapport aux autres. Est-ce qu'il y a un registre centralisé? Est-ce que chaque parti tient son propre registre? Alors, tout dépend des États fédérés et même des comtés dans l'Ouest. C'est-à-dire, vous êtes candidat indépendant, vous devez vous présenter, c'est extrêmement difficile. Par exemple, en Californie, si on est républicain ou démocrate, le code électoral n'a que 2 pages sur la présentation du candidat républicain ou démocrate. Alors que pour quelqu'un qui est indépendant, je crois que ça fait 70 pages. Ah oui, d'accord. Oui, évidemment. Donc, c'est très variable. Il faut savoir que la dernière élection présidentielle, parmi les candidats indépendants, il y avait des candidats écologistes, libertariens, quelques communistes. Ça revient, mais c'est vraiment, ils sont mis de côté par le système médiatique. Par contre, ce qui est arrivé à quelques rares occasions, c'est qu'un indépendant joue un rôle déterminant en fait sur le résultat final. Bon, le plus connu, c'est Perot. C'était en 1992. Donc voilà, il se retrouve face à George Bush Senior et Bill Clinton. Et bon, on dit qu'il a fait perdre un certain nombre de voix je crois qu'il avait fait 19%, si je dis pas de bêtises. Il avait fait perdre 19% donc à Bush Senior, ce qui est en fait un calcul idiot, parce que la plupart des gens qui ont voté Perot n'auraient, pour une écrasante majorité d'entre eux, n'auraient pas voté Bush Senior. Mais bon, il a été accusé d'avoir fait perdre Senior au profit de Clinton. Et l'autre exemple, alors là c'est en 2000, c'est Nader, qui a été accusé par le camp démocrate d'avoir fait perdre Al Gore. Alors Nader qui est membre, on va dire c'est l'écologiste. C'est un défenseur, c'est un personnage un peu atypique aux États-Unis. Il est à l'origine de class action pour défendre les consommateurs américains. C'est un écologiste de la première heure. Et il a été accusé donc par les démocrates d'avoir fait perdre Al Gore au profit de Bush Junior. Voilà. Il faut savoir aussi qu'en 1968, alors Ross Perot, lui, a eu autour de 18-19% des suffrages, mais aucun grand électeur. La dernière fois où un indépendant a eu des grands électeurs, c'était en 1968 avec George Wallace, le défenseur de la ségrégation raciale dans l'Alabama, où il avait obtenu des résultats dans le Sud. Qui s'était fait tirer dessus, si ma mémoire est exacte. Oui, puisqu'il a fini sa vie en chaise roulante. Avant de renier ses idées, de devenir un partisan de l'intégration avec les Noirs. D'accord. C'est des basculements. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Alors, petit panorama donc des candidats et des candidates. Donc, parce qu'on en a certains connus, certains moins connus. Qui s'y colle? Ah, Georges. Une chose qu'on a oublié, les fameux caucus. Oui, exact. Alors, les caucus, c'est un mot d'origine amérindienne. C'est assez original. Alors, ça se fait de moins en moins dans les États-Unis, surtout dans l'Ouest. Le caucus, c'est pas un vote. On va pas prendre son bulletin, on met pas ça dans l'urne. Le soir, on va dans un endroit, au niveau du comté. Ça peut être gymnase, l'église, l'école, le gymnase. Le town hall là-bas, la mairie, quoi, l'équivalent de la mairie. N'importe où. Et vous avez, chaque candidat aux primaires a des représentants locaux. Alors ça commence à discuter, ça discute, et puis à un certain moment, il y a le choix qui est décidé, et bien les personnes vont vers le représentant du candidat, et ensuite on compte. D'accord, alors, donc c'est physique. Voilà, c'est très physique, et puis en sachant que pour l'Iowa, il faut savoir que les résultats ne seront définitifs qu'au moment de la grande convention républicaine ou démocrate, où c'est la grande convention démocrate ou républicaine qui entérinera les résultats, qui pourra même les modifier. Parce qu'il faut savoir qu'après les primaires, il y a au mois de juillet les 2 grandes conventions où tous les délégués se réunissent pour investir le candidat officiel du Parti républicain et du Parti démocrate. À ces délégués, il faut rajouter les super délégués, c'est-à-dire tous les élus du Parti républicain ou tous les élus du Parti démocrate, qui ont une voix prépondérante, donc c'est la démocratie un petit peu modifiée, et le champion du camp démocrate va affronter le champion du camp républicain. Alors le caucus, parfois il y a des phénomènes un petit peu de pression physique, un petit peu de pression monétaire, bref c'est un peu dans les mœurs du Far West cher aux États-Unis d'Amérique.
D'accord. Et sur le plan de la Convention, effectivement, comme visage présenté d'une démocratie atténuée ou édulcorée, c'est pas qu'une vue de l'esprit. Le dernier exemple chez les Républicains, c'était Tampa, donc en 2012. Là, on avait fait pression sur tous les partisans de Ron Paul pour que Ron Paul ne puisse pas s'exprimer. On avait menacé physiquement ses partisans, puisque Ron Paul avait fait une véritable candidature anti-système à son image. Et il y avait eu des pressions physiques, des menaces sur l'ensemble de ses partisans au moment de la conversion de Tampa. Il faut rappeler aux auditeurs de Méridien Zéro qui est Rand Paul. Rand Paul était un député, un représentant du Texas. C'était le chef de file des libertariens, puisqu'il est contre toute intervention militaire des États-Unis. Il est pour la suppression du ministère de l'Éducation aux États-Unis. Il est contre l'État fédéral, tout en défendant bien sûr le cannabis, l'avortement. Oui, c'est un libertarien au sens. Voilà, c'est ce courant politique qui considère que. On lui posait la question d'ailleurs à titre personnel. Il lui disait qu'à titre personnel, je suis contre l'avortement et contre la consommation de drogue. D'ailleurs, je crois qu'il était gynécologue obstétricien de profession, donc il a fait naître énormément d'enfants. Il disait voilà, en tant que libertarien, je me dois de respecter les engagements de chacun, donc je me prononce contre toute forme d'interdiction. Finalement, un des seuls éléments avec lequel il mettait un bémol par rapport à la pensée libertarienne américaine, c'est l'immigration, où il était pour un arrêt drastique et un contrôle drastique de l'immigration. Ce qui n'est pas forcément dans l'angle des libertariens aux États-Unis. Moi, le premier contact que j'ai eu avec ce courant, c'était un roman d'Isaac Asimov, ou Van Vogt. Van Vogt. Où il imaginait une société, en effet, qui puisse fonctionner sans intervention de l'État, où tout était privatisé, quoi. Alors, pas le monde des Noirs, que par ailleurs on peut conseiller aux auditeurs, 3 volumes qui sont vraiment fantastiques, mais non, le titre va me revenir. Mais oui, parce que le nom des Noirs, c'est Kaczynski. Non, c'est Van Vogt aussi, mais il s'inspire de la théorie de sémantique générale de Kaczynski. Oui, là je confonds. Désolé. Ouais. Non, mais bon, mais sur un fonctionnement où tout est privatisé, en particulier, en effet, l'éducation bien évidemment, mais même la sécurité, où l'État en fait est réduit à on est au-delà du strict minimum. C'est la société sans État. Ouais. Cher à David Friedman, qui avait écrit. C'est pas vraiment Friedman, en fait. Quand on demande la référence, une des références de Paul, c'était surtout Van Mises, voilà. Et Murray Rothbard. Voilà, il y avait l'école autrichienne, quoi, ce qu'on appelle l'école autrichienne. Voilà, c'est Van Mises et Rothbard. Il était évidemment contre le principe de la réserve fédérale, ce genre de choses. Non, c'est vraiment un personnage passionnant. Son fils n'est pas du tout à la hauteur de son père. C'est un des candidats aussi de la primaire cette année, qui s'appelle Rand, lui. Qui est beaucoup plus interventionniste, beaucoup plus favorable à boots on the ground, comme on dit là-bas, les troupes au sol, ce qui n'est pas du tout le cas de son père, qui a toujours milité contre toute intervention militaire des États-Unis. Okay. Alors justement, donc les candidats et candidates. Un petit tour rapide, puis après évidemment nous on va s'intéresser surtout à ceux qui nous intéressent, parce que finalement voilà, sur le lot il y en a en effet deux de part et d'autre qui émergent. Mais on peut quand même faire un petit panorama rapide, au moins replacer les noms et les camps. Ce que je voulais signaler, c'était que en fait ça devait être l'élection la plus téléphonée, la plus téléguidée et la plus ennuyeuse des 60-70 dernières années. C'est-à-dire que je me souviens quand j'ai fait l'émission avec sur Hillary Clinton avec le camarade Goffman, on était tous les deux atterrés parce qu'on était persuadés qu'on verrait Hillary versus Jeb. Donc la deuxième Clinton contre le troisième Bush, c'était quasiment écrit d'avance. Et tous les pronostics ont été déjoués par 2 ovnis qui ont débarqué de part et d'autre. Enfin, qui ne débarquent pas tant que ça, mais en tout cas absolument pas attendus il y a encore quelques mois. Et qui finalement ont rabattu toutes les cartes. Et cette élection qui devait être la plus ennuyeuse, en fait, pourrait être la plus passionnante des 60 dernières années aux États-Unis. S'il y a une élection américaine, à mon avis, à laquelle il faut s'intéresser, c'est celle-ci. Voilà. D'accord, d'où notre émission. Donc, panorama. Alors, on va commencer par le plus simple, chez les démocrates, puisque chez les démocrates, il y avait 3 candidats. Un gouverneur ou un ancien gouverneur, Thomas O'Malley. Il y avait O'Malley, ouais. O'Malley, voilà. Qui a
qui a tout de suite quasiment renoncé à se présenter, à poursuivre les primaires. Parce que comme les primaires se déroulent sur un temps très long, ça coûte énormément d'argent. Énormément cher. Alors, si bien que désormais, chez les démocrates, il y a un duel qui oppose d'un côté Hillary Rodham Clinton, la femme du celui qui salit les robes des dames. Mais bon, pour les jeunes auditeurs, il faut pas en parler, ils verront sur Internet. Et puis en face d'elle, un ovni, lui aussi, même si c'est un sénateur, donc ça fait Vermont, ouais. depuis très longtemps, il est dans le système de Washington, qui est Bernie Sanders, quelqu'un qui vient du Vermont, c'est-à-dire un territoire, il y a encore un mouvement indépendantiste au Vermont. Qui s'appelle d'ailleurs la Deuxième République du Vermont. Et ce Bernie Sanders a une particularité originale, il est officiellement indépendant. Par exemple, sur le graphique du Sénat, il y a le nombre des démocrates, le nombre des républicains, et puis il y en a un ou deux qui sont les indépendants, parmi lesquels il y a Bernie Sanders, qui vote souvent avec les démocrates. Et Bernie Sanders est quelqu'un d'original, puisqu'il se dit socialiste. Ouais, ce qui démocrate Pour socialiste. être exact, Et il s'inscrit dans la tradition d'Eugène Debs, ouais. qui fut à 4 reprises... 5 reprises pour être exact. Il avait été candidat, en fait, alors ça c'est une vraie particularité, du Parti Socialiste d'Amérique. C'était au début du XXe siècle. Il se présentait d'ailleurs comme marxiste. C'est un homme qui a fait de la prison. Au moment de la Première Guerre mondiale, il a été victime de ce qu'on appelle l'Espionnage Act. Il a terminé en prison. Et en fait, il appelait quasiment à la sédition et à une logique factieuse en fait, des populations américaines pour lutter contre l'entrée en guerre lors de la Première Guerre mondiale. Et ça a été un véritable... Enfin, c'est encore un personnage très iconique de la gauche socialiste américaine, puisqu'elle existe. Elle existe réellement. Et effectivement, il y a un portrait dans le bureau de Sanders, et c'est le portrait de Debs. Voilà. C'est un des portraits qui trône. Oui, socialiste étant un gros mot là-bas quand même. Socialiste c'est une injure, enfin c'est péjoratif. C'est quasiment une des premières fois dans l'histoire où ce qualificatif est presque devenu un atout. Ou en tout cas, il est plus rédhibitoire comme il l'a été. Ouais. Voilà. Si on veut être plus exact. Ouais, c'est là où on voit que la guerre froide s'éloigne quand même aussi. Hein. La guerre froide s'éloigne et puis la crise de 2008 est passée par là. Hein. Ouais. Très bien, donc ça c'est pour les démocrates et côté républicain. Alors chez les républicains, c'est la pléthore de candidats. Alors il y avait juste d'abord... Je me permets une incise. Ouais, on parlait de O'Malley. Alors si ma mémoire est exacte, je crois qu'il avait une particularité quand même, ce personnage. C'était qu'il avait été, je crois, le maire de Baltimore, si je ne dis pas de bêtises, et qu'il avait eu des résultats assez époustouflants là-bas. Je crois d'ailleurs il a un peu inspiré une partie des personnages de The Wire, pour ceux qui connaissent. Alors, et il y en avait un troisième qui est issu d'une dynastie de margoulins démocrates là-bas, Cuomo. Andrew Cuomo, voilà, qui était le troisième larron. Personnage un peu excentrique, un parcours très bizarre, très sinueux, entre, on va dire, Gaudin, Guérini, si on veut faire des comparaisons françaises. Venant de New York, puisque son père fut gouverneur pendant longtemps de l'État de New York. Il y a quand même quelques dynasties. Hein. Ah oui, il y en a quelques. Les Pelosi aussi, c'est une autre dynastie aux États-Unis. Bon, les Kennedy, on n'en parle même pas, mais il y a quelques dynasties aux États-Unis, ouais. Et alors ça, peut-être on rentrera plus en détail tout à l'heure, mais justement, c'est tout le sel et tout l'intérêt de cette élection. C'est que si jamais, comme ça devient de plus en plus probable et prévisible, Hillary Clinton se vautre lamentablement pour des raisons d'ailleurs extra-électorales, le Parti démocrate, donc le parti de l'âne, a en tête en fait 2-3 solutions de rechange pour écarter Bernie Sanders au cas où. Alors ils évoquent de plus en plus le fait de rappeler Kerry. Alors, chose qui est extrêmement rare aux États-Unis, quelqu'un qui a été défait lors d'une présidentielle, généralement, ne réapparaît jamais. Une exception, c'est Nixon, qui a perdu face à Kennedy et finalement est devenu président. Il a été réélu d'ailleurs, jusqu'à sa démission. Donc il serait prêt à rappeler Kerry et Joe Biden, qui est donc le vice-président actuel, le vice-président d'Obama, qui n'a pas du tout envie d'y aller. Mais apparemment, au niveau de l'état-major du Parti démocrate, si la candidature Sanders se fait de plus en plus précise et si Hillary Clinton n'arrive pas à se dépêtrer de ses ennuis judiciaires et n'arrive pas à donner un nouveau souffle à sa campagne, il est probable que l'état-major démocrate trouve une solution avec Biden ou Kerry pour écarter Sanders. D'accord, ça promet, oui, ça promet. Parce qu'il faudra parler du programme de Sanders, qui est quand même très spécifique. Si vous voulez, je peux même en dire maintenant. Non, on finit avec les Républicains d'abord. On finit le panorama, puis ensuite on creuse. Bon, alors, chez les Républicains,
Il y a pléthore de candidats. Certains ont commencé déjà à renoncer après les résultats de l'Iowa et du New Hampshire. Alors il y a par exemple Jeb Bush qui lui continue, qui est le frère de Beyoncé, le fils de Beyoncé, Campagne calamiteuse. ancien gouverneur de Floride. Il y a aussi quelqu'un comme Ben Carson, qui était un chirurgien noir, ultra conservateur, qui commençait à partir dans des délires, si bien qu'à un certain moment, il était très populaire, mais dès qu'il a commencé à sortir des âneries plus grosses qu'un âne républicain ou un éléphant démocrate, là je fais exprès d'inverser les symboles, eh bien, sa popularité s'est effondrée. Il y avait aussi... Carly Fiorina, l'ancienne PDG de Hewlett Packard, qui a acheté l'éponge. On a Chris Christie, qui est le gouverneur de l'État de New York. Non, de New Jersey. New Jersey, voilà, pardon. Qui a jeté l'éponge là aussi. Voilà. Et bon, alors, pour être précis pour les auditeurs, en fait, on enregistre cette émission, on est le 18 février, pour qu'ils sachent. Donc on est à quelques jours de la primaire en Caroline du Sud, donc il y a des réponses effectivement qu'on n'aura peut-être pas. Mais effectivement, il y a déjà un certain nombre de candidats républicains qui ont jeté l'éponge. Bon, 3-4 risquent de rester jusqu'au bout. En gros, pour simplifier, il va y avoir évidemment Trump, dont on va reparler, Marco Rubio, Ted Cruz et Jeb Bush. Je ne suis même pas certain, très sincèrement, que ça tienne jusqu'au bout. Et après, il y a des personnages qu'on va voir disparaître au fur et à mesure. Kasich, par exemple, aussi. Oui. Kasich tiendra pas non plus, à mon avis. Kasich qui la emporte, qui a été le deuxième au New Hampshire, parce qu'il est gouverneur de l'Ohio, je crois bien, où là, il a fait une importante campagne au New Hampshire. Donc, il est arrivé deuxième, mais sur la longueur, ça risque d'être extrêmement difficile. Parce que le Parti républicain a l'intention de tout miser contre Donald Trump. Contre Trump. Donc ils vont jouer la carte essentiellement Rubio, Cruz probablement, en privilégiant des aspects différents sur les deux candidats. Je pense qu'ils ont fait une croix sur Jeb Bush maintenant, sa campagne, et comme je disais, elle est désastreuse. En plus, je crois que Jeb Bush a utilisé un des super PAC. Alors les super PAC, pour traduire, c'est Political Action Committee. C'est, on va dire, des espèces de super lobbies, des super lobbies de soutien politique et financier pour les candidats. Depuis une décision de la Cour suprême, il n'y a désormais plus de limites en fait pour les donations financières via les super PAC. Et Jeb Bush a utilisé son super PAC, un super PAC qui est proche de lui, pour flinguer Marco Rubio. Ça n'a pas marché. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'était celui qui a lancé la carrière de Marco Rubio, c'est Jeb Bush lui-même. Voilà, c'est pour l'anecdote. Mais Jeb Bush, à mon avis, ne restera pas... j'ai du mal à croire qu'il va rester jusqu'à la fin de la primaire. Donc, ils vont essayer de jouer la carte Marco Rubio ou Ted Cruz pour essayer d'écarter Trump. D'accord. Alors, donc, dans le lot, hein, on a donc ces deux candidats qui nous intéressent. Alors, ils nous intéressent, bon, non pas parce que on adhérerait de façon globale aux idées qui sont les leurs. Bon, il peut y avoir des choses intéressantes hein, des deux côtés. Ils sont surtout intéressants parce que ils affirment clairement une opposition de principe, frontale au système. Et ça, c'est quand même, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu aux États-Unis des candidats qui... Alors, il y en a qui pouvaient affirmer ou afficher cette orientation, mais par contre, ils dépassaient peu le premier tour. Enfin, en gros, ils n'allaient pas très loin. Là, on est sur des gens qui ont une vraie dynamique, alors que pourtant, en effet, ils ont un discours et une opposition affirmée contre le système, contre l'establishment, hein, comme on dit. Et ça, c'est quand même une nouveauté. Ouais, pour l'anecdote, par exemple, Sanders... lors d'un des débats qui précédait la primaire de New Hampshire, un de ses supporters dans le public, un de ses partisans dans le public, s'écrit comme ça, bon, les auditeurs m'excuseront, donc si je vous suis bien, Bernie, c'est à cause de ces enculés de Wall Street que le pays est dans cet état-là. Et Bernie Sanders se tourne vers son soutien et lui dit « Vous êtes très proche de la vérité ». Voilà, bon, c'est un peu l'état d'esprit en fait d'une partie de la campagne de Sanders, par exemple. Et puis alors, il y a un certain nombre de propositions qu'il a formulées qui sont effectivement totalement en opposition avec l'establishment washingtonien et la puissance de Wall Street. Il est pour la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires.
Il est pour en gros un Glass-Steagall, un tour au Glass-Steagall rooseveltien qui a été abrogé en 99 sous Clinton par l'entremise de Lawrence Summers à l'époque. Il est pour ce genre de choses. Il pointe quasiment dans tous ses discours la responsabilité de Wall Street dans l'état du pays aujourd'hui. Il est favorable à la gratuité des premières années universitaires. Il veut une couverture maladie universelle, un peu sur le modèle de ce qu'on peut voir en Europe en fait. Finalement, ça ressemble un peu ça au programme des social-démocraties européennes. Il a également proposé une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu pour les plus riches aux États-Unis à 52%. Alors c'est un peu l'équivalent de la proposition d'Hollande pour les 75. Là-bas, 52%, ça fait le même effet pour un Américain. Donc il y a ce genre de choses. Il a cependant des aspects qui sont totalement qui conviennent parfaitement au système. Je n'ai pas un acharné, un farouche opposant, par exemple, de certaines expéditions militaires américaines. Il est très israélo-compatible. Alors, petite précision, il est aussi d'une famille d'immigrés polonais juifs. Il a grandi à Brooklyn, c'est un enfant de Brooklyn. Et après, donc, il a commencé sa carrière, donc, comme on le disait, dans le Vermont. Il a été maire de Burlington, qui est la plus petite, en fait, qui est une petite ville, mais la plus grande ville du Vermont. Il a été maire pendant de très longues années de cette ville. D'ailleurs, il a donné beaucoup d'essor à cette ville-là. Et ensuite, il est devenu sénateur du Vermont. Mais il a toujours gardé d'ailleurs cet accent du gamin de Brooklyn. Il l'a toujours. Pour les Américains, ça les frappe en général d'entendre un sénateur du Vermont avec un accent pareil. Il joue évidemment tout contre l'image, c'est-à-dire il le dit lui-même, voilà, malgré mes vestes très bien taillées et ma coupe de cheveux fantastique, vous avez vu ce que j'ai réussi à faire face à Hillary Clinton. Donc il est dans une forme de, on va pas dire d'autocritique, mais d'autoparodie, d'autodérision, plutôt bienvenue, qui plaît beaucoup. Et il a un point très important, c'est qu'il refuse toute subvention du big business et surtout des grandes banques américaines pour le financement de sa campagne. Il ne se base que sur des dons de particuliers. Et alors on m'a envoyé notamment la liste des gens qui le soutiennent. C'est des petits syndicats de plombiers, d'hommes de chantier, l'homme de la rue en fait, l'homme de la rue tout simplement. Et il joue énormément là-dessus. Et justement, il pointe du doigt Hillary Clinton, qui pour lui, effectivement, est la candidate de Wall Street, de Goldman Sachs, du big business et de tout l'establishment. Voilà. Bernie Sanders reprend ce qu'avait fait 4 ans plus tôt Ron Paul, qui, au cours de l'élection primaire, il y a 4 ans de cela, avait obtenu un soutien populaire financier considérable. Eh bien, il a repris ce système, bien sûr, avec des idées totalement différentes. Le climat des États-Unis à l'heure actuelle me rappelle un petit peu la campagne de 1992, quand le président Bush père devait affronter la candidature de Pat Buchanan, qui était un paléoconservateur, c'est-à-dire un adversaire farouche des néoconservateurs, partisan de l'isolationnisme, partisan de America First, une sorte de nationaliste, ancien collaborateur de Nixon, de Reagan, en disant que Bush avait totalement trahi les idées de la révolution conservatrice libérale aux États-Unis. Même si Buchanan n'est pas très libéral, eh bien, Buchanan l'avait emporté contre Bush dans le New Hampshire en 1992. Et ça avait fait un coup de tonnerre à l'époque. Eh bien, je constate qu'aux États-Unis, c'est à peu près la même atmosphère, mais à la puissance 10. Oui, alors c'est vrai que la situation, en 92, on sortait de la guerre froide. Là, c'est vrai que depuis maintenant, depuis 2008-2009, c'est vrai qu'on est sur une situation d'incertitude et de risques systémiques, qui font qu'en effet, les États-Unis, comme les autres, sont concernés par la tourmente. Et il y a un point fondamental, c'est le déclassement et la paupérisation de la middle class aux États-Unis. La middle class, en fait, aux États-Unis, qui incarne le rêve américain, qui est censé l'incarner. Et la catégorie de la population, la couche de la population qui a été le plus frappée depuis 2008, il y a 40 millions d'Américains de toute façon qui touchent les bons alimentaires. Donc c'est un chiffre qui est déjà extrêmement parlant. Donc il y a toujours une partie de la population extrêmement pauvre et démunie aux États-Unis, mais il y avait une classe moyenne très importante, elle qui vivait agréablement et correctement depuis des décennies.
bon an mal an. Là, il y a comme je disais, un véritable déclassement en fait d'une partie de la middle class aux États-Unis, et c'est cette population-là qu'on pourrait traduire, à mon avis d'ailleurs, qui a un rôle capital en fait dans le succès de Trump notamment, celle qu'on appelle les hungry white male, donc les hommes blancs en colère. Et il y a une particularité dans le cas de Trump, on en reviendra après, mais Trump n'est pas un conservateur, n'est pas un néo-conservateur, n'est pas un paléo-conservateur, il est national-populiste. Mais très exactement, enfin si on veut parler en termes tels qu'un politologue sérieux devrait l'employer, c'est un national-populiste. Et il séduit une partie de l'électorat qu'on appelle aux États-Unis le centre radical. C'est le nom. En gros, je sais pas, en France, on pourrait appeler ça le marais. C'est ce qu'on appelle un peu le marais. L'extrême centre. L'extrême centre, mais c'est pas. En fait, c'est un extrême centre qui serait très en colère. Voilà. On appelle ça le centre radical. Et Trump, lui, séduit ce centre radical. Voilà. On pourrait, par analogie ou comparaison, dire que Donald Trump, c'est un petit peu la version américaine de l'Homo Colcone en Italie. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un mouvement populiste qui s'appelait l'Homme quelconque, qui a eu un succès pendant 2-3 ans, juste au tout début de la République italienne, avant que cela s'effondre. Eh bien, c'est à peu près la même situation. C'est-à-dire Donald Trump... Résurgence avec Grillo. Petite résurgence. Oui, même si Grillo, c'est un cas à part, un petit peu particulier. Mais c'est vrai que dans le cadre des populismes italiens, on peut faire quand même une généalogie de l'Homo Colcone jusqu'au mouvement 5 étoiles de Grillo. Trump, c'est à peu près l'homme ordinaire en colère aux États-Unis. Car il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, nous sommes en train de passer d'une société en fuseau, c'est-à-dire avec des classes moyennes pléthoriques, à une société en sablier. C'est-à-dire le centre est très maigre et vous avez de plus en plus à la base et au sommet une augmentation. C'est-à-dire on devient de plus en plus riche, on devient de plus en plus pauvre. Et n'oublions pas qu'aux États-Unis règne le surendettement. Chaque ménage aux États-Unis a un crédit score. Le crédit score, vous n'avez pas votre crédit score, vous n'avez droit à rien comme financement. C'est-à-dire vous êtes tenu par les banques et par le système de recouvrement. Voilà pourquoi la population états-unienne est aujourd'hui vraiment en colère. Aussi bien les personnes d'un âge intermédiaire, parfois quelques retraités, mais aussi les jeunes qui sont en train de se reporter sur Bernie Sanders, alors que les classes moyennes actives préfèrent plutôt Donald Trump. Oui, parce que par ailleurs, on a quand même des profils très différents quand on regarde les deux hommes. Oui. L'un a fait une belle fortune, c'est le cas de Trump. Milliards de dollars à peu près. Oui. Alors que l'autre, comme tu l'as rappelé, Maurice, enfant, en gros, gamin de quartier populaire, qui est monté, qui a fait une carrière politique. On a quand même deux profils totalement différents. Atypiques, ouais. Et en fait, qui correspondent bien aussi à des facettes au rêve américain dans les deux cas. Ouais, en fait, c'est pas tel qu'il est présenté évidemment dans la mythologie hollywoodienne notamment, mais pas uniquement. Mais effectivement, ils correspondent bien à des figures archétypales, je trouve, ces deux personnages du mythe qu'on peut se faire de l'américain. Le self-made man d'un côté, milliardaire, et l'autre, l'homme, ce qu'on appelle là-bas Main Street, l'homme de la rue en fait, qui grimpe, qui est un honnête homme, un honnête travailleur. Pour ceux qui connaissent ce film, qui est très bon, La vie rêvée de Walter Mitty, par exemple, c'est le personnage incarné par Ben Stiller dedans, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est un peu Bernie Sanders. C'est un Bernie Sanders qui refait de la politique. Donc cette figure-là aux États-Unis elle est très très importante. De l'homme honnête, travailleur, qui est un petit rouage essentiel, une petite clé essentielle de la grande Amérique, la nation exceptionnelle comme ils disent là-bas. Et en fait, cet homme de la rue, qui est un honnête travailleur, est une partie intégrante en fait du grand projet américain et de la Manifest Destiny. Et en fait, Sanders incarne un peu ça. Et Trump, lui, c'est plutôt l'image du self-made man, l'homme qui s'est construit, le tycoon de l'immobilier, qui en plus a toujours réussi ses coups. Il a lancé une émission de télé-réalité qui a fait un carton, qui s'appelle The Apprentice, où il a gagné plusieurs millions de dollars par émission. Après, pour l'anecdote, le personnage est un peu truculent aussi. Je crois sa mèche de cheveux déjà, ses cheveux extraordinaires. Voilà, une coupe de renard. D'ailleurs, il a fait venir une femme dans le public la dernière fois pour bien montrer que ses cheveux étaient n'était pas une perruque. Étaient réels, que c'était pas une perruque, une moumoute.
Bon, il a eu aussi trois épouses qui sont toutes super bien carrossées, blondes. Ouais. Et la dernière est aussi pas trop mal. Sa fille est pas trop mal non plus. Donc Donald Trump, il faut savoir que l'année dernière, Obama était à une réunion de journalistes une fois par an où le président des États-Unis fait une blague et un peu en autodérision. Et il avait demandé à son équipe de faire un reportage sur la Maison Blanche avec Donald Trump. Donc au-dessus de la Maison Blanche, c'était marqué Donald Trump. Il y avait à la place du gazon de la Maison Blanche une immense piscine écrite de Donald. Et puis plein de filles en maillot de bain, des super filles en maillot de bain, en disant voilà, si Donald Trump est président, voilà comment sera la Maison Blanche. C'est un personnage qui est extrêmement célèbre là-bas, donc comme je le disais, pour des émissions de télé-réalité qui ont cartonné, The Apprentice, ce genre de choses. Je crois qu'il a également l'élection de Miss America et Miss Univers, je crois, ce genre de choses. Et c'est un personnage qui est rentré en fait dans les foyers américains par des moyens plus ou moins détournés. Joe Dante, quand il avait fait Gremlins 2, qui est un film très subversif, je ne plaisante pas, j'invite les auditeurs à le regarder. C'est un film vraiment très subversif. Écoute, je vais le regarder, mais avec un autre regard. Avec un regard, mais c'est acerbe en fait, c'est vraiment acerbe. Et un des personnages, un des tycoons du film s'appelle Clump. Et il vit dans la tour Clump. Voilà. Et même dans certains épisodes, je crois, South Park, les Simpsons, évidemment, il a fait des apparitions. Donc c'est un personnage qui est connu du public américain. On l'envisageait quand même, enfin je pense que de nombreux Américains l'envisageaient pas comme potentiel locataire de la Maison Blanche, mais là-bas ça choque pas. En même temps, après tout, quand un président comme Reagan a pu être élu par rapport à l'itinéraire, à la carrière cinématographique qu'il a pu avoir, après tout, tu te dis que tout est possible. On oublie aussi que Carter fut un marchand de cacahuètes à l'origine. Ah oui, il était marchand de cacahuètes. Aux États-Unis, il manque plus qu'un balayeur de rue qui devienne président des États-Unis, et là, la boucle serait bouclée. Ouais, alors que chez nous, franchement, bon, ils font une grande école, un truc qui s'appelle l'ENA, je crois, un truc comme ça, voilà. Bon, et, voilà. Au pire, ils font avocat, voilà. Et comme je disais, parce que là on a un peu dévié, on a fait quelques digressions, mais il y a des points communs aussi entre ces deux personnages. Il y en a notamment un qui est important, c'est qu'ils se sont tous les deux prononcés contre le traité transpacifique qui vient d'être signé. Et je crois qu'ils se sont tous les deux engagés à ne pas le ratifier. Alors je crois que ça doit passer par les fourches codines du Congrès, etc. Mais enfin tous les deux se sont frontalement opposés au traité transpacifique. Je ne connais pas leur point de vue sur le traité transatlantique, mais à mon avis ça va être à peu près le même, ça paraît très logique. Donc ça c'est quand même un point important, c'est un point qui les rassemble. Et effectivement l'autre point commun, c'est qu'il y a une détestation quand même profonde de leur propre camp, ou de ce qui est présenté comme leur propre camp à leur égard. Justement comme les deux personnages surgis de nulle part, ou presque, qui secouent le cocotier et qui empêchent finalement qu'on soit entre gens de bonne compagnie, comme à l'accoutumée. En sachant que Bernie Sanders, comme Donald Trump, sont indépendants des lobbies. Puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, Sanders bénéficie de l'appui populaire financier, donc il est totalement indépendant, ou très largement indépendant, tandis que Donald Trump, ayant fait fortune, utilise son argent personnel. Donc il a pu dire à de nombreux lobbyistes, si j'ai envie de dire quelque chose, je le dis, je le fais, et je vous emmerde. Désolé aux auditeurs de Méridien Zéro, mais ce sont les termes qu'il employait, puisqu'il emploie souvent des termes très populaires, à la limite de la vulgarité, ce qui fait encore un petit peu plus une notoriété certaine dans les médias. Oui, d'ailleurs, même paradoxalement, alors on le verra, puisque bon, à l'heure à laquelle nous parlons et nous enregistrons, l'élection en Caroline, enfin la primaire en Caroline du Sud n'a pas eu lieu, mais il a quand même fait une sortie là, avant-hier, je crois, en disant que il s'était déjà exprimé là-dessus, mais là il a vraiment été beaucoup plus loin, en disant que l'expédition américaine en Irak en 2003 avait été une véritable catastrophe, dont nous payons encore aujourd'hui le prix extrêmement cher. Qu'il n'aurait jamais fallu la faire, et il s'étonnait même que les démocrates n'aient pas déclenché une procédure d'impeachment contre W. Bush à l'époque. Alors il faut savoir que en Caroline du Sud, Bush fils, d'après certains sondages, a quand même encore une grande popularité chez les républicains.
Donc cette sortie de Trump pourrait peut-être lui coûter un peu. Alors est-ce qu'elle lui coûtera trop, enfin c'est-à-dire est-ce qu'elle lui coûtera beaucoup, c'est-à-dire lui coûtera la première place en Caroline du Sud au profit de Cruz, ou elle lui fera peut-être perdre un peu, mais pas suffisamment pour qu'il perde la Caroline du Sud, ça c'est une autre question. Mais voilà, en fait effectivement il se permet tellement tout que parfois il peut pratiquement se tirer une balle dans le pied. Voilà. Alors il a légèrement rétro-pédalé en disant qu'effectivement la procédure d'impeachment, elle aurait dû, ce n'était pas à lui de dire si elle aurait dû avoir lieu, mais enfin bon, quelques jours avant, il s'était bien exprimé là-dessus en disant que c'était une véritable catastrophe. Et il a quand même mis au cœur du débat la question de la guerre en Irak de 2003, qui ici ça peut surprendre, mais encore dans certains milieux aux États-Unis est encore une question taboue. Puisque certains des familles ont vu leur enfant partir là-bas, ont perdu la vie, et d'autres y ont passé des mois en opération. Donc, dans beaucoup de familles américaines, c'est encore un sujet qui n'est pas abordé, la guerre en Irak. Et en plus, il en a mis une deuxième couche, puisqu'il a dit qu'effectivement cette guerre n'aurait pas dû être faite, mais la façon dont les États-Unis ont quitté l'Irak sous Obama avait été également une catastrophe, puisqu'Obama avait annoncé la date. Il avait donné toutes les cartes en main en fait aux différents insurgés de tous bords en fait en Irak quand les États-Unis ont quitté le pays. Il avait dit effectivement il fallait quitter le pays, mais il ne fallait pas donner de date, il fallait s'organiser un agenda, il fallait le faire de façon intelligente et mesurée. En fait, il y a tout un tas de sorties de cet homme-là, qui effectivement ici est présenté par la presse dominante en Europe comme un demeuré. En fait, c'est un type qui est tout sauf demeuré évidemment, et qui en plus parfois a même quelques éclairs et quelques fulgurances quoi. Alors, j'allais y venir sur le fait que bon, il y a des points communs. Il y a aussi des divergences. Alors, il y a des divergences dans le cœur du programme. On pourra y revenir. C'est aussi la façon dont, en effet, ces deux personnages sont abordés dans nos médias. Alors, évidemment, ça n'a absolument rien de surprenant. Plus qu'un demeuré, je trouve qu'il est présenté. Trump est présenté comme quelqu'un de loufoque en fait. Mais en même temps, parfois comme un demeuré aussi. Oui, quand même aussi. Mais ce qui m'a étonné, par contre, c'est je m'attendais à plus d'engouement à l'égard de Sanders. Et finalement, pour l'instant, je trouve que c'est assez mesuré. J'ai vu passer une double page de Libération sur lui, où finalement le cœur du propos c'était de dire cet homme est soutenu par la jeunesse, il y a je sais plus quel pourcentage au sein des jeunes votants démocrates, hein. Clairement il a raflé plus de 80%, il a raflé la jeunesse démocrate, mais pas plus que ça non plus, hein. Dans le New Hampshire, il a gagné contre Hillary Clinton dans absolument toutes les catégories de la population, à l'exception de deux, les plus de 65 ans et les personnes qui gagnent plus de $200,000 annuels. Voilà, c'est tout. Il a emporté toutes les autres catégories de la population. C'est quand même ce sont des chiffres révélateurs, ça. Alors, effectivement, je pense qu'il y a un peu plus d'indulgence et de mansuétude vis-à-vis de Sanders dans la presse française. Encore que, hein, j'ai lu des commentaires qui étaient... il y a les mots passe-partout, habituels, extrémistes, populistes, etc. Bon, ça, je fais pas le dessin, vous le connaissez. Mais effectivement, il est traité quand même avec un petit peu plus de gentillesse que Trump. Mais c'est pas pour ça qu'il est apprécié en fait du mainstream médiatique français ou européen. Parce qu'il y a quand même une grande partie de la presse française et européenne a les yeux de chimène pour Clinton, pour Hillary Clinton, qui est une véritable calamité, mais quand on regarde de près. Mais oui, mais Hillary Clinton, c'est la candidate des minorités. C'est la candidate qui s'est fait la promesse, qui a fait la promesse de promouvoir l'agenda LGBT, qui appuie de façon mais absolument éhontée, scandaleuse sur le vote afro-américain. Je renvoie à l'émission avec l'excellent Goffman sur. Oui, on a fait il y a un an déjà. Oui, il y a une petite année où voilà, il expliquait les rapports que les Clinton avaient entretenus avec les Afro-Américains, vus vraiment comme une clientèle électorale qu'il faut absolument capter, quoi. D'ailleurs, Sanders essaie un peu de faire son retard là-dessus, donc on l'a vu avec le révérend Al Sharpton là il y a pas très longtemps. Donc il essaie de récupérer une partie du vote afro-américain, il essaie de se mettre bien avec le mouvement Black Lives Matter, ce genre de choses. Enfin bon, là ça va être dur quand même de refaire son retard par rapport aux époux Clinton là-dessus, quoi. Je dis d'ailleurs à dessein les époux Clinton, puisque
Bill William de son vrai prénom, fait partie intégrante de la machine démocrate ouais, de sa femme. Ouais. On disait à l'époque, Et maintenant il y a la fille aussi, Chelsea. dans les années 2000, on disait qu'aux États-Unis il y avait deux cerveaux politiques redoutables. Le premier chez les républicains qui était Karl Rove et le second Bill Clinton. Alors Karl Rove s'est un petit peu retiré de la politique, il suit ça un petit peu de loin, mais Billy, il est toujours en quête de stagiaire, en quête de conseils pour son épouse. Ouais. Ceci étant, je trouve que la couverture, alors évidemment on est au début de la primaire, mais est-ce que c'est justement parce que c'est moins lisible que d'autres fois? Mais je trouve que la couverture pour l'instant en France reste quand même assez modérée. Il y a eu des années, il y a eu certaines élections où c'était tout de suite plus important. Il doit y avoir dans les rédactions parisiennes l'envie secrète et inavouable de voir les deux troubles faits se vautrer lamentablement très prochainement. Et en fait qu'on revienne, comme je disais tout à l'heure, entre gens bien élevés, donc soit le fiston Bush, mais bon là ça paraît quand même hautement improbable, soit Hillary évidemment qui est quand même la chouchou des médias français. Mais si jamais Trump et Sanders finissaient par emporter l'investiture de leurs deux partis respectifs, d'ailleurs qui sont tous les deux pas réellement dans ces deux partis comme on l'a expliqué tout à l'heure avec Georges, ils ont quand même une dernière carte dans leur manche, qui est pas des moindres, c'est Bloomberg. C'est Michael Bloomberg, donc on n'en a pas encore parlé. Ancien maire de New York, milliardaire, juif. Il est le parfait candidat du système, favorable au mariage gay, pour un contrôle drastique des armes à feu. Sécuritaire dans le pire sens du terme, c'est-à-dire surveillance des populations surjournalisées, caméras, etc. Et évidemment pro-Wall Street à fond les ballons. Donc là en fait, il pourrait lancer cette candidature, le système pourrait se débrouiller, l'establishment pourrait se débrouiller pour lancer cette candidature-là en indépendant. Et comme il a un pied chez les démocrates et un autre pied chez les républicains, il serait parfait pour ça. Il faut savoir que Bloomberg... il est milliardaire, précision importante. Milliardaire, Bloomberg fut un temps inscrit chez les Républicains, ensuite il est passé chez les démocrates, et il est devenu maire de New York en étant indépendant. Donc, c'est assez fluctuant. Car, bien c'est entendu, pas indépendant comme Sanders l'est, bien évidemment, hein, pas du tout, là. Hein, c'est-à-dire, il faut se méfier des termes ici. C'est un indépendant très lié à Wall Street. Voilà. Alors que Sanders ou Trump sont des indépendants vraiment indépendants. Parce que cette idée de Bloomberg me paraît très intéressante parce que chez les républicains, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le trio, bon, il y a Trump qui est détesté des caciques du système et du parti. Ted Cruz, qui est le sénateur d'origine cubaine converti au protestantisme évangélique illuminé, il est surdétesté à Washington. C'est-à-dire, c'est lui qui avait exigé et obtenu que pendant plusieurs jours, l'administration fédérale soit fermée. Le shutdown, c'est le fameux shutdown qui avait duré 17 jours, je crois. Je crois, oui. Jours. Donc il est détesté par le système. On dit que lui, c'est en comparaison W. Bush, c'est un affreux extrémiste de gauche. Bref, il est totalement détesté de tout le monde. Il a un programme va-t-en-guerre, ultra-conservateur. Il parle dans ses meetings, dans ses réunions de Dieu. Dieu lui a parlé. Dieu lui dit de faire ci, de faire ça. Donc on voit un petit peu le personnage. Et Rubio serait aussi donc quelqu'un d'origine cubaine, serait le plus modéré, c'est-à-dire dans la lignée du système. Le problème, Rubio, pour l'instant, les résultats sont loin d'être extraordinaires. Alors c'est un peu particulier Rubio parce qu'il a été élu, donc si je ne dis pas de bêtises, sénateur de Floride en 2010, c'était au moment des midterms quand il y avait eu. Donc il avait été présenté à l'époque comme la figure de proue du Tea Party. Enfin, disons comme un des personnages emblématiques du Tea Party, avec une autre nana qui s'appelait Michelle Bachmann, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs Michelle Bachmann, qu'on a complètement oublié aujourd'hui. Mais voilà, c'était une des figures un peu emblématiques, comme je disais, de ce Tea Party.
Et il s'est fâché avec le Tea Party sur une question bien précise. Je crois que c'est lui, si je ne dis pas d'erreur, si je ne dis pas de bêtises. Il a été issu d'un mouvement bipartisan qui s'appelle le Gang of Eight, qui avait proposé la naturalisation et la régularisation de 11 millions de clandestins. Donc ce qui évidemment est très très mal passé dans les rangs des Tea Party. Donc aujourd'hui en fait il s'est détaché de cette étiquette qui lui collait à la peau de Tea Party et il est présenté effectivement comme le candidat potentiellement récupérable chez les Républicains. Il est donc hostile à toute hausse d'impôts pour les plus riches. Il est opposé au mariage gay aussi, je crois. Voilà, bon, donc il est un peu entre deux eaux, on va dire. Il est un conservateur au sens classique. Il est issu donc d'une famille. Alors je crois qu'il incarne lui aussi un peu justement ce qu'on disait tout à l'heure. Cette ascension sociale telle qu'elle est décrite, parce que je crois qu'il a un père barman et une mère qui était femme de ménage, je crois, hein. C'est ça si je ne dis pas de bêtises. D'origine réfugié cubain, anticommuniste, voilà. Bien entendu. Ouais. Alors, donc voilà, il a joué là-dessus. Et il est très télégénique aussi, donc ça a une importance. Il a une quarantaine d'années, il a plutôt effectivement, c'est BCBG, beaucoup belle gueule. Il est marié avec une ancienne pom-pom girl, je crois des Miami Dolphins, ça c'est pour l'anecdote. Et il est connu pour être un inconditionnel de football américain et de sport en général, ce qui plaît beaucoup là-bas aussi aux États-Unis. Alors il a une petite particularité, c'est que, comme je le disais, donc il est issu de deux parents cubains. Et ce qui est très mal vu de ce qu'on appelle là-bas, ce qui est très mal vu des birthers. Alors c'est pour ces hommes qui ne sont pas nés américains ou qui n'ont pas eu deux parents américains ou qui ne sont pas nés sur le sol américain. C'est le cas aussi pour Ted Cruz. Ted Cruz qui est né à Calgary, au Canada. Ouais. Alors il a abandonné il y a quelques années sa nationalité canadienne, Ted Cruz. Et justement, enfin, c'est Trump appuie généralement là-dessus. On disait Ted a beaucoup de problèmes, notamment le Canada. Il dit je propose qu'on fasse un débat lui et moi de l'autre côté de la frontière nord du pays. Enfin voilà, bon c'est. Trump ce qui était reproché, c'était là-dessus qu'Obama était attaqué aussi. Oui, parce que Trump était déjà un partisan. Il avait dit si on m'apporte vraiment la certitude qu'Obama n'est pas né sur le sol des États-Unis, je donne une certaine partie de mon argent à cette personne-là qui aura révélé la vérité au monde. Oui, c'est vrai que le birth certificate comme on dit là-bas, le certificat de naissance d'Obama correspond pas vraiment au canon administratif en vogue, on va dire. Voilà. Très bien. On va faire une pause musicale d'ambiance, hein, quelque chose qui est bien dans la lignée de l'émission. Sleeping in their shoes, but there's a warning sign on the road ahead. There's a lot of people saying we'd be better off dead. Don't feel like Satan, but I am to them, so I try to forget it any way I can. Keep on rocking in the free world. 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 With a baby in a hand, under an old street light, near a garbage can. Now she
put the kid away and she's gonna get ahead. She hates her life and what she's done to it. That's one more kid that'll never go to school, never get to fall in love, never get to be cool. Keep on rocking in the free world. 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 De retour sur Méridien Zéro, donc pour la poursuite de notre émission sur les primaires aux États-Unis. Alors il y a un personnage sur lequel on peut revenir. Là, on s'est arrêté sur Rubio. On a commencé un petit peu à évoquer Ted Cruz. Quoi d'autre sur lui? Alors comme on disait, il y a une petite particularité donc qu'on lui met souvent dans les dents là-bas. Donc c'est qu'il est né à Calgary au Canada. C'est un excellent juriste. Il est considéré même comme un des meilleurs juristes aux États-Unis. Sauf erreur, je crois même qu'il a écrit dans la Harvard Law Review, il me semble, à vérifier. Donc comme Obama. Obama avait écrit aussi dans la Harvard Law Review. Et il est connu donc pour être un expert de ces dossiers, un type assez brillant. Enfin, il est intellectuellement assez brillant. Et il aurait été pris en charge par une société qui fait du big data. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est The Guardian qui a fait un article là-dessus. Alors c'est une société britannique qui a une filiale aux États-Unis qui s'appelle, ça va me revenir, Cambridge Analytica, je crois. Et qui est spécialisée dans, appelons les choses par leur nom, la manipulation psychologique et les opérations psychologiques à travers des recherches autour du big data, des algorithmes et ce genre de choses. Ah, tu me rassures, parce que j'allais te poser cette question-là. Moi, je me suis habitué à Skull and Bones, toutes les sociétés plus ou moins secrètes. Le top, c'était quand même 2004, où là, on avait deux Skull and Bones. Là. Voilà. Alors, lequel du panel pouvait bien être lié à des trucs. Donc, ça serait Ted Cruz, du coup. Ralph Nader, en 2004, d'ailleurs, qui avait dit cette élection, c'est Skull and Bones contre Bones and Skull. Pour parler de Kerry et de W. D'accord, donc il y en a au moins quand même qui est lié à un truc un peu de manipulation. Oui, la dernière fois on avait Rick Santorum qui était attendez que je dise pas de bêtises. Non, c'était Rick Perry qui était Bilderberger. Donc bon, ils ont tous à peu près un pédigré. Il est baptiste, Ted Cruz est baptiste. Alors, je crois qu'il n'y a eu que 4 présidents aux États-Unis baptistes qui ont été élus. Il y a eu Carter, Clinton, il y a dû y avoir Truman, qui était baptiste également, et un autre qui s'appelait Warren Harding, je crois. Il n'y a eu que 4 baptistes qui ont accédé à la Maison-Blanche, alors que c'est quand même une population extrêmement importante aux États-Unis. Parmi la myriade d'églises protestantes que comptent les États-Unis, les baptistes sont très importants. Mais ils n'ont envoyé que 4 des leurs en fait à la Maison Blanche. Voilà. D'accord. Alors tous ces gens-là sont quand même en rupture avec Trump, donc je pense que ça vaut le coup qu'on se penche sur un certain nombre de propositions, hein, même si vous avez commencé à les évoquer, à les effleurer. Qu'est-ce qui constitue finalement la césure la plus importante concernant Trump? En quoi est-ce qu'il est en un sens révolutionnaire entre guillemets?
Bah déjà, c'est son absence totale de surmoi politiquement correct. Enfin, ça, c'est. Alors, déjà, bon, je rappelle la sortie sur les Mexicains qui était quand même fabuleuse. Ils sont vendeurs de drogue, violeurs et criminels. Donc, en gros, bon, et il avait précisé, je vais donc faire construire un mur tout le long de la frontière et je peux vous assurer que c'est le Mexique qui la paiera. Voilà, bon, il a commencé quasiment, c'est des phrases les plus tonitruantes qu'il a faites, et il a multiplié ce genre de sorties. Alors certains diront à l'emporte-pièce. Moi, je crois justement qu'elles sont tous, sauf à l'emporte-pièce. Je pense qu'elles sont au contraire savamment calculées. Et en fait, il a compris qu'il y avait donc au sein de cette middle class américaine dont nous parlions tout à l'heure, de cette classe moyenne qui s'est paupérisée, qui s'est déclassée, un ras-le-bol de ce qu'on, comme on le vit ici d'ailleurs, hein, du political correctness, quoi, voilà. Et du PC, je crois qu'ils disent PC d'ailleurs, ils disent PC, ils peuvent plus supporter ça, et il sait qu'il a une fraction de la population blanche américaine qui ne demande que ça, mais vraiment que ça. Il faut savoir qu'au début, quand Trump s'est présenté, s'est porté candidat, beaucoup de gens rigolaient. Par exemple, les journalistes disaient, quand on va parler de Trump, de la candidature de Trump, ça sera pas dans la partie politique, ça sera dans la partie humour ou ricanement. Donc tout le monde pensait que Trump allait faire un simple petit tour et puis au revoir, allait disparaître. Et quand il a commencé à lancer ses sorties qui sont violemment politiquement non correctes, eh bien on a pu voir que sa courbe a commencé à vraiment monter. D'ailleurs, il a parfaitement compris lui-même, puisqu'il a dit, même si je me mettais à descendre quelqu'un en pleine rue et que j'étais filmé, je ne perdrais pas un électeur. Donc il a compris qu'en fait il avait un socle électoral qui lui est quasiment définitivement acquis et qu'il ne perdra pas de toute façon. Puisque une partie de la population américaine a compris que le meilleur moyen de faire un bras d'honneur à Washington ou à New York, enfin donc à Wall Street en gros ou à la Maison Blanche, on va dire à l'establishment washingtonien, c'est-à-dire le Congrès plus la Maison Blanche, c'est de voter Trump. Voilà. Il faut savoir que le ras-le-bol aux États-Unis est considérable. En Europe et en France, nous avons un ras-le-bol, mais ce n'est rien par rapport aux États-Unis. Ouais. Il faut se rappeler que le système politique états-unien est le plus déplorable qui puisse exister. Puisque d'abord, le président des États-Unis est élu pour 4 ans. Donc 4 ans, c'est vraiment très court. Que pour être président des États-Unis, on provient en général de 3 filières. Soit on est vice-président et on succède au président. Le dernier cas, c'était Bush père, qui a succédé en tant que vice-président à Reagan, et donc vice-président, il a été élu président des États-Unis. Soit on est sénateur des États-Unis. Obama était un jeune sénateur, donc il a pu obtenir cette élection. Ou bien on est gouverneur d'un État. Et aux États-Unis, on aime bien les gouverneurs des États. Quand on est représentant, il faut rappeler que représentant des États-Unis, on n'est élu que pour 2 ans. C'est-à-dire, tous les 2 ans, il y a des législatives aux États-Unis. Et sénateur des États-Unis, c'est 6 ans, mais un tiers du Sénat est renouvelé au moment des grandes élections. Donc, il y a une campagne électorale permanente. Et pourtant, le système ne bouge pas. Parce que, il y a par exemple, aux États-Unis, le fameux gerrymandering. Oui. Le gerrymandering, c'est le découpage électoral. C'est ce qu'on appelle chez nous les magouilles pasquoyennes, quoi. Par exemple, c'est un gouverneur du Massachusetts. Il faut savoir que dans la Constitution des États-Unis, tous les 10 ans, il y a un recensement pour modifier les circonscriptions électorales. Eh bien, le gouverneur du Massachusetts au XIXe siècle avait réuni dans la même circonscription tous ceux qui votaient contre lui, et puis il avait divisé les circonscriptions pour avoir ses amis élus, c'est-à-dire un tripatouillage. Ron Paul, au Texas, était candidat dans une circonscription qui était longue, une bande de 600 km, et qui était large, je crois, que de 10 ou 12 km. Donc c'est, en comparaison, nos circonscriptions en France sont un chef-d'œuvre de bonheur, d'harmonie et de concorde. De concorde, c'est vrai. Et d'équilibre. Ouais. Et donc les États-Unis en ont un ras-le-bol. N'oublions pas que tout est élu aux États-Unis. Les juges sont élus, les shérifs, les membres des gouvernements locaux sont élus. Eh bien, en dépit de ce système qui avait fait l'admiration de Tocqueville dans la démocratie en Amérique, eh bien, ce système est en train de s'effondrer. Et Donald Trump et Bernie Sanders, d'une autre manière, sont en train de donner des grands coups dans le système vermoulu. Alors, économiquement, il se positionne comment, Trump ? Parce que, donc, on l'a dit, Bernie Sanders fait des doigtés à Wall Street. Alors, mais... Je pense que sa formule a vraiment fait mouche, quoi. D'ailleurs, les deux
ont certainement une formule qui a fait mouche. Il y en a une, donc c'est Make America Great Again, rendre l'Amérique grande à nouveau, enfin faire de l'Amérique une grande nation à nouveau, on pourrait dire ça comme ça. Et l'autre c'est A Future to Believe in, un futur auquel on peut croire, quoi. Et donc Trump, donc c'est Make America Great Again. Et en gros, bon alors son programme économique justement, il s'étale jamais là-dessus. Il dit juste que je serai le plus grand président de l'emploi. Bon, ça paye pas de mine. Il est par contre, ça, il l'a dit à plusieurs reprises, il est quand même très opposé à un certain nombre de traités libre-échangistes. Oui, il est plutôt protectionniste. Il est plutôt protectionniste. Il s'inscrit effectivement plutôt dans une tradition protectionniste qui est assez courante finalement chez les républicains. Défendu par Rospero, dont Voilà. il fut le concurrent, puisqu'il faut savoir qu'en 2000, au cours de des élections primaires chez les indépendants, Trump était candidat du Parti de la Réforme qui avait été créé par Rospero. Et puis à un certain moment, Trump s'est retiré en disant non, ça m'intéresse plus. Mais il a repris cette idée de protectionnisme défendue dès 1992 par Pat Buchanan chez les Républicains et par Rospero ensuite comme en tant qu'indépendant. Tout à fait. Alors, protectionnisme qui aujourd'hui, par rapport à la structure commerciale des États-Unis, est en situation en effet d'effrayer les milieux économiques quand même. On le sait, on prend n'importe quelle une entreprise comme Apple, toute sa production est déterritorialisée en Chine, donc c'est vrai que ce genre de proposition a de quoi faire frémir. Ah bah, j'en avais déjà parlé à cette antenne il y a... Non, c'était chez nos amis d'Orage d'Acier, autant pour moi, je crois. J'avais parlé de cette fameuse... Non, c'était ici. Bon, bah, sur l'émission qu'on avait fait sur les ONG, je renvoie une nouvelle fois à cet article que j'avais écrit sur la véritable raison de la chute de Nixon. Et une des véritables raisons de la chute de Nixon, c'était que Nixon était absolument opposé au GATT. Parce qu'il avait peur que ça soit extrêmement préjudiciable à l'industrie américaine de se lancer comme ça dans un grand système libre-échangiste où toute barrière tarifaire, douanière sauterait et serait extrêmement pénible à supporter pour les entreprises américaines. Et ça lui a coûté très cher. Enfin, c'est une des raisons. Donc en fait, chez les républicains, ce n'est pas si peu courant en fait. Ce genre de positionnement. Et on a également ça chez les démocrates, chez une branche des démocrates qu'on appelle là-bas les démocrates populistes. Ou bien Ils se présentent les comme chiens ça, bleus. d'ailleurs. Les chiens bleus, ouais, les Blue Dogs. Ou bien les démocrates réganiens à l'époque de Les Reagan. démocrates réganiens, ouais. Alors, populiste, Blue Dog Democrats, ouais. populiste, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a eu un grand courant populiste à la fin du 19e siècle. C'était le parti agrarien ou le parti des fermiers C'est ça, les fermiers. dans l'ouest des États-Unis qui s'opposait déjà à Wall Street et au contrôle des banques. Et ce parti a essayé d'avoir des candidats aux élections présidentielles, mais ils ont été tués dans l'œuf très rapidement par les démocrates et les républicains qui refusent l'émergence de tout tiers parti dans le système politique. Sauf erreur, il y avait un personnage qui était assez proche de ces idées-là, c'était Lindbergh. Oui, exactement. Et un autre pasteur qui était Coughlin. Oui, exactement. Pasteur Coughlin, Il y je avait crois. aussi, dans les années 30, où il y avait Coughlin, il y avait Lindbergh, il y avait aussi en Louisiane un gouverneur dont le nom m'échappe maintenant, alors que je l'avais tout à l'heure en tête, Long. Long, qui est un populiste lui aussi, qui est mort étrangement d'une maladie très particulière, plusieurs balles dans la tête. Oui, enfin, Donc il y a toujours ce grand courant arrive, hein. de populisme qui existe aux États-Unis. Et assez de manière très intéressante, ces fameux démocrates bleus, qui sont tantôt démocrates, tantôt républicains, sont très attirés par Donald Trump, un petit peu moins par Bernie Sanders, mais on voit que c'est vraiment des candidats populistes, ces deux-là. Populistes au bon sens du mot, au sens que je l'emploie, et non pas au sens des journaleux européens. ouais, à la limite, son programme économique, finalement, il tient dans sa réussite à lui, dans sa réussite, dans sa propre réussite. Après tout, les gens sont en capacité de lui faire confiance à mesure où il a réussi. Et donc, il fera réussir le pays. D'autant que Trump a connu plusieurs faillites dans sa carrière. À plusieurs reprises, il s'est retrouvé dans le caniveau, mais il a su redresser, il a su rebâtir. Donc aux États-Unis, cette idée du type qui a tout perdu, et puis qui avec la force des bras, qui est en train de tout remonter, qui rebâtit un empire dans sa vie, là pour les États-Unis, c'est extraordinaire. C'est toujours la vision rédemptrice du personnage. Alors ça, c'est bon, c'est une des grandes idées hollywoodiennes, ça aussi. Hein. C'est-à-dire le personnage qui chute pour mieux se redresser. Bon, voilà, un parcours rédempteur.
Ça, effectivement, ils en raffolent. Sur le plan des relations internationales, c'est quelqu'un qui préconise un retour à l'isolationnisme ou Alors, pas? c'est intéressant parce que les relations seront sûrement beaucoup plus apaisées, par exemple, avec la Russie. Il a chanté les louanges de Poutine. Poutine le lui a bien rendu, d'ailleurs, faisant clairement comprendre pour qui allait sa préférence. Donc peut-être qu'avec la Russie, les relations seront plus cordiales ou plus apaisées. On va faire du business, en gros. Faut pas se leurrer. On fera du business et peut-être que les relations seront plus simples, peut-être pour l'Ukraine ou la Syrie, ce genre de choses. Sur la question iranienne, il est beaucoup plus dur qu'Obama. D'ailleurs, ça vaut pour tous les républicains. Hein. Oui. Pour les 3 favoris, que ce soit Trump, Cruz ou Rubio, l'Iran est dans la ligne de mire. Alors c'est là que justement, ce qui est très intéressant, c'est que ça soit Sanders ou Trump. Finalement, un des seuls domaines où ils ont transigé avec l'antisystème, enfin on va dire qu'ils ont donné des gages au système, c'est sur les relations avec Israël. Chacun en tirera les conclusions qu'il veut, mais... Est-ce qu'un candidat aux États-Unis, est-ce qu'on peut imaginer un autre profil? Je crois que non. Globalement, on en est arrivé à un poids du lobby qui fait que... Bon. Je pense que c'est impossible. Objectivement, c'est impossible. Il faut se rappeler que quand Donald Reagan avait été choisi, investi par le Parti républicain, il avait remporté les primaires contre George Bush, père, et c'était la première fois où le CFR n'avait pas pu désigner son candidat chez les Républicains, puisque le CFR, le Conseil des Affaires étrangères, soutenait Bush père. Et Reagan a été obligé de nommer Bush père à la vice-présidence. Donc il y a toujours, aux États-Unis, il y a toujours ce système de magouille, de discussion. Je prends ça, mais en échange, je te donne ça. C'est toujours la négociation. C'est le système présidentiel pur. Le système présidentiel aux États-Unis, je rappelle, petit cours de droit constitutionnel, le président des États-Unis est chef de l'État, chef du gouvernement. Il nomme les membres du gouvernement qui ne sont pas renversés par le Congrès. C'est-à-dire, il faut simplement qu'ils soient acceptés par le Sénat. Et une fois qu'ils sont autorisés à être ministres par le Sénat, ils n'ont plus aucun compte à rendre, ils ont des comptes à rendre uniquement au président. Et il n'y a pas de solidarité gouvernementale. Voilà pourquoi entre le secrétaire d'État et le ministre de la Défense, souvent ils se regardent en chien de faïence, parce que les intérêts de l'un contredisent les intérêts de l'autre. Tiens, d'ailleurs, petite parenthèse, c'est le général Desportes qui a parlé de ça il n'y a pas très longtemps sur le plateau de Zemmour et Nolo, où il expliquait que juste après la chute du mur, il y avait 2 visions. Le Pentagone voulait en finir avec l'OTAN, puisque le pacte de Varsovie était dissous. Et pour eux, il n'était plus question d'étendre. Enfin, il n'était pas question d'étendre l'OTAN aux pays baltes, aux pays de l'Europe de l'Est, ça ne les intéressait pas du tout. Par contre, le département d'État, lui, tenait absolument à ce que l'OTAN soit maintenue, parce que c'était un moyen de soft power ou de smart power pour appuyer et continuer l'endiguement en fait autour de la Russie, même après la chute de l'Union soviétique. Voilà, c'est pour parler de l'exemple. Oui, on voit qui a gagné. Voilà. Mais c'est courant, hein, ce genre de choses. Ça s'est aussi vu au niveau de la guerre en Irak en 2003. Une grosse partie du Pentagone était beaucoup plus opposée à une invasion en 2003. Au sein du secrétariat d'État, c'était une autre affaire. Il y avait des discussions. Je rappelle qu'aux États-Unis, le président des États-Unis ne peut pas dissoudre le Congrès. Et donc le Congrès ne peut pas renverser le gouvernement, il y a simplement la procédure d'impeachment pour des cas très particuliers. Et voilà pourquoi la Cour suprême a un rôle très important, puisque comme l'exécutif, le législatif n'ont pas de moyens de dissuasion, comme en France où le président peut dissoudre l'Assemblée et l'Assemblée peut normalement renverser le gouvernement, voilà pourquoi la Cour suprême peut intervenir pour prendre des décisions qui ont une répercussion dans tout l'ensemble des États-Unis. Oui, il joue le rôle d'arbitre, finalement. Voilà, c'est l'arbitre, c'est le système qui a été voulu. D'où toute l'importance avec le décès récent d'Antonin Scagliara, qui est un des 9 juges de la Cour suprême, qui était très conservateur. Jusqu'à son décès, il y avait 5 conservateurs, pour faire très simple, et 4 progressistes. Comme le président des États-Unis nomme les membres de la Cour suprême à vie, même si au bout de 80 ans, quand ils ont 80 ans, ils commencent à se retirer, normalement c'est à vie, eh bien, Obama dit qu'il va nommer un progressiste.
D'où les républicains qui disent pas du tout, c'est au prochain président, parce que Obama, tu es dans ton dernière année de mandat, donc il est hors de question que tu choisisses quelqu'un qui va avoir les destinées du pays pendant au moins 40 ans. 20, 30, 40 ans, ça dépend de la longévité du De candidat. l'espérance de vie et de la durée de vie du bonhomme. Ouais. Sur le plan de l'immigration, une particularité. Alors là, le moins qu'on puisse dire, c'est que Trump, lui, est totalement opposé. Donc il avait fait sa fameuse sortie assez tonitruante aussi, où il avait dit que donc lui, président, il n'y aurait plus de réfugiés musulmans, enfin immigrés, appelez ça comme vous voulez, clandestins, on ne sait même plus comment les appeler d'ailleurs. Et encore moins évidemment s'ils viennent de Syrie ou d'Irak. Et il a dit qu'en gros, voilà, il imposerait un veto là-dessus. Donc ça avait fait un tollé, évidemment. Après, Sanders, lui, est plutôt immigrophile, hein, malheureusement. Il joue plutôt la carte là-dessus. Sanders me fait penser en Europe à deux cas très particuliers. Certains pensent que Sanders, ça serait la version états-unienne de Syriza en Grèce. En fait, c'est pas tout à fait le cas. Moi, je pense plutôt que Sanders pourrait en partie s'inspirer ou être comparé à Podemos en Espagne, avec Iglesias. Parce que c'est vraiment à peu près la même subtilité. N'oublions pas qu'Iglesias est un professeur de droit constitutionnel, de sciences politiques. Donc, il connaît, lui aussi, le système. Sanders, lui, est sénateur des États-Unis, donc il connaît à l'intérieur même le système. Et ils ont une certaine vision très progressiste. Alors bien entendu, Sanders, fils d'immigrés juifs polonais, il va pas se dire hostile aux populations qui viennent aux États-Unis. Trump, son grand-père est d'origine allemande. Ce qui fait très sympathique le personnage. Alors là, c'est aussi une division qui est au sein des Républicains, parce que Rubio, donc ça s'est tombé hier, je crois, est soutenue par la gouverneure de Caroline du Sud pour la primaire. Elle s'appelle Nikki Haley. Elle est amérindienne. Et elle a une particularité, cette brave dame, c'était... Indienne, excuse-moi. Indienne, ouais. Indienne, elle est pas amérindienne, elle est indienne. Indienne, pardon. Elle a une particularité, cette brave dame, c'était elle qui avait fait enlever le drapeau confédéré devant le Parlement de Caroline du Sud après la tuerie de Charleston. Avec Dylann Roof, je crois que c'était ça le nom du gamin, Dylann Roof. Et elle a soutenu donc Rubio, elle a attaqué de façon insidieuse et sournoise Trump, évidemment, et ses positions sur l'immigration. Et Rubio a présenté, évidemment, on n'a pas quand même eu le droit à l'immigration est une chance pour l'Amérique, mais ça y ressemblait quand même fortement. Donc voilà, on est, y compris au sein du Parti républicain, on a une volonté là aussi de mettre des bâtons dans les roues à Trump sur ses positions concernant l'immigration. Et alors ce qui est très intéressant, ce qui est très rare aux États-Unis, c'est qu'on a un candidat qui prend et qui illustre certains cas de figure ou certaines potentialités, des choses qui pourraient advenir aux États-Unis en se référant à l'Europe. Et malheureusement, on est devenu un véritable repoussoir, c'est-à-dire qu'il dit « nous ne voulons pas avoir un Bataclan chez nous ». Il a carrément dit ça. D'ailleurs, c'était sans mépris ni condescendance pour l'Europe, hein, d'ailleurs, et on sent qu'il a plutôt une sympathie pour le vieux continent. Mais il dit justement « je ne veux pas qu'il advienne les mêmes choses chez nous », donc d'où sa défense, par exemple, du port d'armes. Il disait sa fameuse sortie « moi, si j'avais été au Bataclan, j'aurais été armé ». J'aurais essayé de me défendre, d'en tuer un ou deux, j'aurais certainement été tué, mais moi j'aurais essayé de faire quelque chose. Ce qui rejoint les positions du chanteur de Eagles of Death Metal. Eagles of Death Metal, voilà, tout à fait. Et donc il s'est exprimé là-dessus, et en fait ce qui est assez rare, c'est qu'il illustre une partie des problématiques américaines en jetant un regard assez froid et lucide finalement sur ce qui se passe chez nous en Europe. C'est rare aux États-Unis. Alors je vais être un peu original au cours de cette émission. Donald Trump a accepté un entretien dans Valeurs Actuelles qui est très intéressant. Qui est vraiment Alors il faut le reconnaître, Valeurs Actuelles c'est pas ma tasse de thé. En plus fait par André Berkoff, donc ça part mal quand même, mais c'est très bien. Objectivement très bien. Oui. Là on voit très bien que Trump n'est pas un imbécile, c'est quelqu'un qui a une réflexion. On peut partager ou non son point de vue, mais on voit que c'est quelqu'un qui a mûrement réfléchi son projet d'un point de vue des relations internationales. C'était quel son numéro de le quand numéro en janvier je crois de la semaine dernière, comme nous sommes le 18, je crois que c'était la semaine dernière ou de la semaine précédente. Jeudi 11, ça doit être celle du jeudi 11. Ouais, je crois que c'est ça, ouais.
D'accord. Oui, on peut conseiller aux auditeurs, non, auditrices d'essayer de s'y reporter. Très très intéressant. Et effectivement, je partage totalement ce que vient de dire Georges, c'est-à-dire que là encore, l'espèce de vision totalement biaisée, malhonnête en fait, qui vise à en faire un imbécile et un simple loufoque, comme tu disais tout à l'heure, ne tient pas la route une seule seconde. En fait, là où je le trouve effectivement le plus léger, c'est sur ses propositions les plus concrètes sur le plan économique. Bon, on sait qu'effectivement, il est opposé à un certain nombre de traités libre-échangistes, etc. Il est plutôt favorable à une forme de protectionnisme. Mais après, bon, il se contente de dire « je serai le plus grand président de l'emploi que le monde n'ait jamais vu ». Bon, C'est un peu court comme argument. Hein. Et il faut savoir que aux États-Unis, dans la Constitution des États-Unis, normalement, le président n'a pas l'initiative des lois. C'est le Congrès qui a l'initiative des lois. Lui, il peut s'y opposer, il peut les ratifier, mais il n'a pas l'initiative des lois. Donc, c'est pas comme en France où le président décide quelque chose et tout de suite, ça s'applique. N'oublions pas non plus que c'est un système fédéral. Ce qui est encore plus vrai depuis le passage au quinquennat et l'inversion du calendrier. Alors là, c'est... Ouais, tu disais sur le plan économique, sur le plan environnemental aussi, globalement, il est quand même sur le maintien du mode de vie américain. Pour lui, le climate change est le global warming, comme ils disent d'abord, donc le réchauffement climatique, est une plaisanterie. D'ailleurs, il dit que c'est un coup des Chinois pour mettre à mal la compétitivité des industries américaines. Voilà, il dit donc que c'est une arme de destruction massive contre les industries US. Ouais. Il n'y a pas grand-chose à espérer de ce côté-là. Par contre, du côté au niveau gaz de schiste, etc., c'est clairement... on va continuer comme ça a été lancé il y a 4 ans. Quand même, pour Donald Trump, tout dépend. Soit il a une vision de la présidence des États-Unis qui est omnipotente, un peu comme Roosevelt, où tout était centralisé, où on avait eu un début de centralisation politique, puisque Roosevelt contrôlait les États plus ou moins honnêtement, parce que n'oublions pas que Roosevelt avait été accoquiné avec les mafias locales. Et ça s'est retrouvé ensuite. Kennedy a été élu grâce à la mafia de Chicago. Grâce à son père. Son père, qui était un grand ami d'un défunt chancelier allemand, mais bon, ça il faut pas le dire. Et grand ami surtout de Sam Giancana, qui était le boss de la mafia de Chicago. Et puis, ou bien Donald Trump pourrait s'inscrire dans le cadre d'un respect des États, en disant, eh bien, ce sont les États qui s'occupent de certaines décisions. L'avortement, le port des armes, le gaz de schiste. Là, on n'en sait rien. Bon, ça c'est... Alors que pour Bernie Sanders, c'est un petit peu différent. Il essaie de suivre la vogue écologiste en cours. Bernie Sanders se dit le représentant des fameux 99% d'Occupy Wall Street. Ce fameux mouvement des indignés aux États-Unis qui a été écrasé par des matraques de la police de Bloomberg. Tout à fait. Bah, d'ailleurs, vous en parliez, bon, c'est vrai que ça renvoie un petit peu aux prises de position que vous évoquiez. C'est vrai que pour l'instant, du coup, ces deux personnages, en fait, je parlais tout à l'heure des médias, j'aurais pu enchaîner sur la classe politique, et puis ça fait rebond, ça fait écho à ce que tu disais, Maurice, par rapport à Mélenchon. C'est vrai que du coup, on a des dirigeants politiques qui, pour l'instant, du coup, restent très prudents. J'ai rien entendu du côté de Trump. Ah si, il n'y a que nos amis et cousins d'outre-Manche qui, alors eux, n'ont rien trouvé de mieux que de discuter, je crois que c'était à la Chambre des communes, de savoir si Donald Trump devait être persona non grata en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. Non, là, je pensais plus à la classe politique française. En Écosse, puisque Donald Trump est d'origine écossaise par sa mère, il a des résidences en Écosse. Le Parlement autonome écossais s'est réuni pour dire, faut-il interdire ou non à cet odieux personnage de venir en Écosse? Incroyable. Oui. Non, pour le coup, en France, ils sont plus prudents. Le seul, finalement, à avoir pris le train, et il en devient, ça en revient pathétique, en effet, c'est Mélenchon. Après la déception grecque, ne voyant pas trop venir de choses du côté de l'Espagne, du coup, il a pris le train Sanders, en essayant de monter une plateforme électorale copiée dessus. C'est vraiment, bon, les bras en tombent, quoi. Oui, d'ailleurs, en fait, ce qui est amusant, c'est que j'ai vu qu'un certain nombre notamment un site internet aux États-Unis qui s'appelle WSWS, c'est des trotskistes américains, c'est assez amusant. Il y a aussi le Socialist Workers Party, quelques membres en fait du Green Party aussi aux États-Unis, qui ont beaucoup de doutes, en fait, qui sont très dubitatifs, très sceptiques sur Sanders, et qui disent, bon, si jamais dans la dernière ligne droite, il se fait coiffer par Hillary Clinton, il se rangera piteusement derrière elle,
et oubliera une grande partie de son programme et de ses soutiens. Donc en gros, il finira comme Mélenchon, voiture-balai ou remorque, ici du PS et là-bas du Parti démocrate. Donc en gros, est-ce qu'on assistera à une mélenchonisation de Bernie Sanders? C'est une question qu'on peut se poser. J'ai des gros doutes, ceci étant. Des gros doutes. Oui, parce que c'est pas le même âge quand même. C'est pas le On même peut âge. envisager aussi une situation que Clinton l'emporte finalement à la convention démocrate. Donc les classiques démocrates font un grand souffle, un grand ouf de soulagement. Et que Clinton décide de faire de Sanders son candidat à la vice-présidence. Là, ça serait possible en espérant s'attirer l'appui des jeunes. Mais là... Ce qui pour lui serait un piège, Un traquenard, clairement. Parce qu'il faut rappeler qu'à l'exception, à l'époque de W. Bush fils, le président des États-Unis a quasiment aucun pouvoir. Il est président de droit du Sénat, sauf quand il exerce les fonctions d'intérim ou bien de suppléance du président des États-Unis. Mais à part ça, il n'y a que W. Bush qui avait permis à notre cher Dick Cheney d'être le vice-président le plus puissant de l'histoire des États-Unis. Johnson l'a été aussi sous Kennedy. En fait, par ses manigances et ses manœuvres souterraines. Ça, c'est quelque chose qu'on voit assez bien dans la série House of Cards, où globalement le vice-président est quand même, il fait très largement potiche. Quand même. Ouais. Et ce qui a été le cas de Biden pendant ces 8 années. Alors, c'est ce que je l'ai évoqué très brièvement tout à l'heure. Effectivement, il n'est même pas certain que la candidature Hillary Clinton puisse aller à son terme en raison des ennuis judiciaires qu'elle connaît. Alors, elle est surtout impliquée dans 2 affaires. Celle de l'attentat de Benghazi en Libye. Ce n'est pas Nicolas Sarkozy, rassure-moi. Non, c'est pas Nicolas Sarkozy. Je suis heureux. Et ça y ressemble. Ça y ressemble à bien des égards. Et donc il y a l'attentat de Benghazi où elle est quand même très largement présentée comme responsable et coupable de ce qui s'est déroulé là-bas, c'est-à-dire faute d'information, faute de renseignements, négligence, etc. Donc qui a coûté quand même la vie. C'était l'ambassadeur de Benghazi à l'époque, l'ambassadeur américain à Benghazi, dont le nom m'échappe à l'instant. Stevens, je crois. Je crois que c'est l'ambassadeur Stevens. Bref. Et alors, plus grave surtout, où là c'est carrément un crime fédéral. Donc il y a une enquête actuellement du FBI d'ailleurs. Pour révélation de dossiers et de documents et de courriels top secret, classés top secret, donc qu'elle a fait passer par un canal privé et que normalement elle n'aurait jamais dû partager, ni faire circuler, ni distribuer. Et elle aurait outrepassé ses droits et elle aurait rendu, non pas public, mais elle aurait partagé avec un cercle plus ou moins restreint ou plus ou moins élargi, un certain nombre de courriels qui n'auraient jamais dû être envoyés. Et donc là-bas, c'est un crime fédéral, et donc certains, comme je disais, étaient classés top secret. Ils appellent ça l'email gate, actuellement. Et alors certains pensent que cette affaire monterait d'ailleurs plus haut, jusqu'à la Maison Blanche. Donc c'est pour ça qu'Obama est également embarrassé, parce qu'il déteste Hillary Clinton. Il la déteste, mais vraiment viscéralement, depuis la primaire de 2008. Il y a vraiment une haine profonde entre ces deux-là. Clinton le prenait pour un moins que rien, c'est quoi ce petit sénateur de l'Illinois, etc. Et quand elle a commencé à perdre les États les uns après les autres pendant les primaires de 2008, elle s'est retrouvée gros gens comme devant, et puis elle s'est retrouvée à un poste très enviable quand même. Elle a été secrétaire d'État, calamiteuse d'ailleurs, mais en fait il est possible que donc ces affaires lui pètent à la figure. Donc essentiellement ces deux-là. Et on pourra en mettre une autre, malheureusement qui pèsera sûrement moins que ces deux-là, alors que finalement elle est bien plus grave. C'est le rôle qu'elle a joué aussi dans la destruction de la Libye, la déstabilisation de la Libye. Et pour ceux qui connaissent la fameuse vidéo, quand on lui apprend la mort de Kadhafi dans les conditions épouvantables qui ont été celles de sa mort, elle sort cette fameuse phrase... oui, je sais plus, c'était nous avons vu. En gros, ça reprenait le Veni Vidi Vici, mais là c'était nous avons vu, nous avons vaincu, il est mort. Voilà, c'était. Ouais. We saw, we came, we died, je crois. He died. Voilà, he died. Si jamais Clinton l'emporte aux États-Unis, il faut craindre de graves événements au niveau international. Ouais. Parce que c'est une hystérique, ouais. Elle est entourée de faucons.
de guerre, de bellicistes, et on peut très bien craindre qu'il y ait un conflit mondial avec la Russie. C'est effectivement la candidate la plus dangereuse de toutes. Vraiment. C'est la plus fanatique, c'est la plus va-t-en-guerre. Elle est dans une politique maximaliste à peu près dans tous les domaines. C'est une pro-israélienne forcenée. Elle est d'une russophobie délirante. Voilà, c'est effectivement, je crois que c'est pour la paix mondiale, c'est la plus dangereuse de tous les candidats. C'est encourageant. Après tout, c'est un pédigré comme un autre. Bon, d'accord. Je pense s'il y a vraiment un personnage à éviter, je pense que c'est celui-là. Est-ce que les États-Unis feront le bon choix? C'est assez inquiétant. Non, surtout que ce que vous dites, c'est que finalement, bon, il y a ces primaires, donc ce vote que ce soit ouvert, semi-ouvert, semi-fermé, etc. Bon, il y a une partie donc de la population qui s'exprime, mais en fin de compte, c'est quand même le comité démocrate, enfin les instances dirigeantes du Parti démocrate ou du parti républicain qui en fin de compte pèsent et sont finalement en capacité quand même est-ce qu'ils sont en capacité de pouvoir faire passer un candidat qui n'aurait pas eu la majorité lors des caucus? Alors le cas ne s'est jamais présenté. Il n'y a jamais eu de cas. Mais il est prévu. Normalement, c'est assez ric-rac, les résultats sont assez ric-rac. Par exemple, je me souviens pour le cas de Barry Goldwater, où la personnalité de ce sénateur de l'Arizona était assez particulière. Trempé, on va dire. Oui. Eh bien, les caciques du Parti républicain avaient un petit peu discuté. C'était du 48-52. Et donc, ils avaient pu avoir certaines conciliations. Il y a eu des discussions, des palabres au cours de la convention. Parce que la convention, il y a le spectacle, les pom-pom girls. Oui, ce qu'on a tous en tête, les gros ballons. Derrière, dans les coulisses, on discute pas mal. Si jamais c'est Trump qui l'emporte, je pense, alors là, j'imagine, c'est une hypothèse, va-t-elle se réaliser? Je n'en sais rien du tout. Si je me trompe, eh bien, je me serais trompé. Il serait peut-être, imaginons, Trump-Sanders l'emporte dans les deux camps. On peut très bien imaginer que les comités démocrates républicains se rencontrent. Il y a déjà eu une discussion préalable au début de ces primaires entre les démocrates et les républicains au sujet de Trump et de Sanders. Ils discutent, ils disent voilà, on va annuler la convention. On va dire que Trump et Sanders ne sont pas les candidats légitimes parce qu'il y a le comité Tartampion du Nouveau-Mexique a eu 3 votes, 3 bulletins, donc ça annule tout. Litigieux, voilà, ils sont très... Et on va soutenir Bloomberg. Et donc il y aurait 3 candidats. Parce que bien sûr, Trump va dire, il est hors de question que je me désiste, j'ai de l'argent, donc je suis candidat. Comme il a des partisans, puisqu'il faut savoir que pour être candidat au niveau fédéral, pour la présidence des États-Unis, il faut avoir des candidats, des représentants dans tous les États. Sinon, vous avez un manque de grands électeurs. Donc ça risque d'être assez difficile. Comme Trump a une machine de guerre maintenant assez performante, il peut se présenter comme indépendant. Donc il y aurait un indépendant Trump contre un indépendant Bloomberg. Sanders, peut-être, parce que je pense que là, pour le Parti démocrate, ça serait une super césure. Là, il y a ceux qui diraient, même ceux qui sont contre Sanders diraient, attendez, Sanders a été élu par le peuple démocrate, il est notre candidat, on le soutient. Et puis vous, les caciques du comité national démocrate, vous vous taisez, c'est Sanders qui est notre chef. S'il est président des États-Unis, on le suit. Et donc il y aurait une césure, une coupure redoutable. De toute façon, on peut imaginer qu'il serait sans le soutien du parti. Pour le coup, je pense que financièrement, il serait pas en capacité d'aller jusqu'à la fin, jusqu'à la fin des primaires, clairement. Mais ensuite, la campagne officielle coûte quand même excessivement cher. Oui, il faut savoir aussi l'accès aux médias. Contrairement en France, où l'égalité de passage est assurée par la loi et par le CSA, aux États-Unis, j'en parlais dans j'en parlais dans Liberté surveillée, ou bien j'en parlais dans L'esprit européen entre mémoire locale et volonté continentale. Désolé pour cette publicité. Non, mais de toute façon, on va parler de celui qui vient de sortir. Eh bien, aux États-Unis, il y a un comité bipartisan, démocrate-républicain, qui décide qui doit passer à la télévision ou pas. C'est comme si en France, pour l'élection présidentielle, imaginons il y a 12 candidats,
il y a simplement les socialistes et les républicains qui disent, finalement, il n'y a que les candidats socialistes et républicains qui pourront passer. Une candidate qui fait, d'après les élections régionales, 25-26%, elle n'a pas le droit de passer parce qu'elle n'est pas représentée, n'est pas représentative. Voilà le système des fédérales aux États-Unis. Donc, Trump, Bloomberg pourrait facilement passer. N'oublions pas que Bloomberg est aussi le patron de la fameuse chaîne Bloomberg Bloomberg d'ailleurs, je crois. Bloomberg TV. Oui, ce qui est assez pratique. C'est pratique. Pour Sanders, ce serait beaucoup plus difficile pour lui. Mais il y aurait le cas d'Internet. Peut-être il pourrait essayer de combler ceci par Internet, puisque aujourd'hui on D'ailleurs, sait que Internet est un système de dissidence. Il n'est d'ailleurs pas impossible que Trump ait envoyé un premier message dans ce sens en refusant le débat qui précédait la primaire du New Hampshire sur Fox. Il déteste la présentatrice qui s'appelle Megyn Kelly, en gros qu'il avait traité de pintade ou de péronnelle, je ne sais plus. Enfin, une déclaration dont il a le secret. Une déclaration d'amour. Voilà, une déclaration d'amour dont il a le secret. Et donc il s'est permis en fait de boycotter ce dernier débat, ce qui est rarissime, ce qui n'arrive jamais, ce qui lui a tout à fait servi, puisqu'il a cartonné dans le New Hampshire. Je crois que c'était juste la veille du New Hampshire, la veille de la primaire dans le New Hampshire. Donc je me suis demandé d'ailleurs au moment où il avait fait ça si c'était uniquement parce que cette demoiselle lui déplaisait. Je me demande s'il n'y avait pas un message aussi qui allait bien au-delà de tout ça. C'est-à-dire que même si vous souhaitez et vous voulez me boycotter, je fais ce que je veux, et vu le trésor de guerre que je possède, vous ne pourrez pas faire avec moi comme vous pourriez faire avec d'autres. Ouais, de toute façon, mais il est évident que l'argent reste un gage d'indépendance. Ça, c'est évident. Il le dit, voilà, moi je n'ai pas besoin de lobbyistes, je ne suis à la solde de personne. Puis il se permet d'ailleurs quelques formules comme ça très drôles, plutôt bien senties. Il dit les gens pauvres et de la classe moyenne m'aiment beaucoup, les riches me détestent parce qu'ils sont jaloux. Voilà, ça c'est très drôle ça quand même. Très bien. Bon, écoutez, on va bien voir ce que ça donne en effet dans les semaines à venir. On aura de toute façon l'occasion d'en reparler. On aura l'occasion de vous revoir aussi, Georges. Oui. Petite information juste sur Ted Cruz qu'on n'a pas dit tout à l'heure, qui est pas inintéressante non plus. Son épouse qui s'appelle Heidi, je crois, ça s'invente pas. Et on a fait un film sur elle. Voilà, on a fait un film sur elle. Alors, sauf erreur, je crois qu'elle est à la tête de la branche texane de Goldman Sachs. Voilà. Et je Petite crois que Ted Cruz reçoit le financement d'un grand milliardaire américano-israélien. Ah, ça va être Sheldon Adelson. Voilà. Sheldon Adelson, ouais. Donc, quelqu'un qui veut... Par exemple, Ted Cruz exige, s'il n'est jamais président des États-Unis, que l'ambassade des États-Unis passe de Tel Aviv à Jérusalem. Et puis pour lui, bien sûr, l'État d'Israël, c'est vraiment l'État numéro un dans le monde. Du Nil au Jourdain. Et puis du Nil au Jourdain. Oui, quitte à faire. Oui. Voilà, tout à fait. Les deux fleuves. Très bien. Georges, vous allez bientôt revenir parce que vous écrivez, par ailleurs. Outre le fait quand même de venir de temps en temps à Méridien Zéro et puis ailleurs, vous écrivez. Et donc il y a un ouvrage qui est sorti aux éditions du Lore. Donc on va avoir l'occasion de vous réinviter très très vite. Voilà. Oui, en effet, puisque c'est la sortie du 7e ou 8e ouvrage, Éléments pour une pensée extrême aux éditions du Lore. Voilà, donc on consacrera une émission à ce sujet avec Monsieur PGL, je crois, pour ses fans, autant les prévenir tout de suite. Maurice, merci. Merci à tous les auditeurs, bonsoir à tous. Et puis comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine, et puis à l'abordage. Et pas de quartier.